suis bien entouré. Euh, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation à ce séminaire. Je suis très heureux, et Armand et moi sommes très heureux de présenter ce travail. Depuis que cet ouvrage est paru, c'est la première fois qu'on a l'occasion de parler de ce travail. L'objectif, c'est ici de vous plonger, comme on a un temps de discussion assez long, c'est de vous plonger assez longuement dans ce dispositif qu'est l'école de physique des Ouches, en essayant de vous montrer au maximum comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle elle rayonne, et en espérant qu'un peu de la magie des Ouches vous touche durant ce moment. La présentation s'intitule «La science contemporaine peut-elle se passer d'inventions institutionnelles?» précisément parce qu'on voulait mettre l'emphase sur le fait que peut-être que certaines formes de science, certaines formes de production scientifique créative, coopérative, nécessitent finalement des institutions qui lui sont dédiées, des institutions spécifiques, et donc mettre l'accent sur cette articulation, peut-être parfois un peu négligée, entre les formes institutionnelles et les formes scientifiques qu'elles permettent. Je ne reviens pas sur le contexte de cette recherche qui vient de la rencontre effectivement entre Armand Hatchel et Bérengère Dubrulle à Cargèse. La question que posait Bérengère Dubrulle finalement c'était les Ouches a été vu et reconnu par beaucoup de physiciens comme un lieu de création scientifique. Et est-ce que vous qui avez des théories pour essayer d'étudier ces raisonnements et ces organisations, vous pourriez venir étudier cette école? Alors cette école qui est extrêmement connue mondialement chez les physiciens, nous on la découvre comme une sorte de jardin caché. D'abord parce que quand Armand vient me voir pour étudier ce dispositif, aucun de nous deux n'a vraiment idée de ce qu'est cette école. On se dit oui, bon, pourquoi pas, une école en montagne. Alors elle s'appelle l'école de physique des Ouches parce qu'elle se situe précisément dans la vallée des Ouches, donc près de Chamonix. Euh, et, euh, et donc elle a été présentée d'ailleurs même par les physiciens comme une sorte de jardin. Alors il y a un bouquin fait par un ensemble de journalistes qui s'appelle Les Jardins de la physique, dans lequel vous retrouvez effectivement les Ouches et Cargèse. Pour vous expliquer tout de suite et plonger directement dans cette institution et comprendre son rôle, je cite ici un écrit de Cécile de Witt-Moret dans son rapport d'activité de 1951 à 1959 sur l'école des Ouches, et où alors plusieurs fois vous le verrez si vous lisez l'ouvrage aussi, elle a une plume qui est quand même remarquable. Pardon? C'est la fondatrice. Ah oui, pardon, excuse-moi. Cécile de Witt-Moret est la fondatrice de l'école de physique des Ouches. J'y reviendrai. Mais ce qu'elle écrit est quand même tout à fait étonnant. Premièrement, elle explique tout de suite l'évolution de la physique de nos jours est trop rapide pour que la plupart des universités puissent en suivre le rythme et assurer un enseignement qui couvre les travaux les plus récents. Il y a donc un constat d'une science avec une forme de dynamisme et de rapidité qui, en quelque sorte, rend l'université un peu obsolète sur un certain nombre de sujets. Elle ajoute, pour les jeunes chercheurs, il lui était malaisé de trouver le guide qui le dirigea dans le labyrinthe de la recherche. Donc tout de suite, l'utilisation, vous voyez, de cette notion de labyrinthe. Et le fait que ces problèmes-là se posaient à la fois aux étudiants français puis étrangers. Et elle dit tout de suite que le besoin se faisait donc sentir d'institutions nouvelles grâce auxquelles les physiciens et futurs physiciens pourraient rencontrer des spécialistes du monde entier et entendre exposer par leurs auteurs même les derniers progrès de la physique, traités dans leurs détails techniques et replacés dans le cadre d'ensemble de la physique moderne. Bien mieux que les congrès et les revues scientifiques qui répondent à d'autres besoins, de telles institutions permettraient d'acquérir une connaissance approfondie des questions récentes. Donc elle fait à la fois le constat d'une science qui n'est plus tout à fait la même, plus rapide, avec beaucoup plus de méandres en quelque sorte, et tout de suite le constat qu'il y a des institutions nouvelles peut-être à penser, à réfléchir, à inventer. La question que nous on s'est posée, c'est finalement pourquoi une telle institution est-elle différente des institutions qu'on connaît, est-elle différente d'un séminaire, d'un congrès, d'une conférence, à quel régime aussi de la science et de cette physique contemporaine cette institution correspond, et finalement en quoi est-ce que cette institution permet de voir et de penser peut-être ce qu'est un gouvernement de la science un tout petit peu différent. Alors pour vous illustrer un tout petit peu, peut-être très rapidement quand même, la manière dont les physiciens parlent de cette institution, ici c'est un entretien vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube de Pierre-Gilles Legenne, prix Nobel de physique de 1991, pour la découverte des cristaux liquides et pour ses travaux sur les polymères, et qui explique en fait aux journalistes quel a été son parcours et sa formation, et voilà ce qu'il en dit. Alors la vidéo dure 2 minutes, mais je pense que c'est intéressant de l'écouter. Un grand architecte de cette époque qui avait rassemblé des chalets anciens envahissants sur la pente de la côte de Chiavan aux Ouches
et convaincre ces gens-là avec un pouvoir que je ne comprends pas encore maintenant, comme elle a réussi à convaincre ces gens-là, qu'il fallait faire cette opération. Et en plus, il se trouve qu'elle connaît très bien le milieu et que dès la première année, elle arrive à faire une école à top niveau. C'est-à-dire que les gens qui viennent enseigner là, c'est des gens comme Wolfgang Pauli, prix Nobel de l'époque. Moi, quand j'y étais comme élève une année plus tard, je suis de la deuxième année de cette chose-là, eh bien, on était exposé justement à Shockley, inventeur du transistor, disons, qu'à Pauli, à des spécialistes de relativité générale, de physique des particules. On apprenait toute la science en 2 mois. C'était en 2 mois. C'était exténuant. On était complètement mort. On travaillait nuit et jour. Mais l'ambiance aussi était extraordinaire. Par exemple, Philippe Nozière et moi, Philippe Nozière est un grand théoricien de la physique du solide. Alors que nous étions à l'époque deux gamins en âge, je dirais, 19 ans, hein, on n'était pas vieux. Peut-être 19-20, disons. Il se trouve qu'on habitait dans un chalet qui était dans le temps le chalet d'un grand théoricien anglais, Rudolf Fayers, un de ceux qui ont été parmi les Anglais qui ont vraiment contribué à Los Alamos, par exemple, au travail de Los Alamos. Et Fayers avait une famille extrêmement amusante et vivante et recevait tous les soirs tous les gens qui vivaient dans cette école pour quelques semaines. Les professeurs repassaient quelques jours ou quelques semaines. Et je cite toujours cette situation, je vois encore Shockley, qui pour nous était quand même quelqu'un de très intimidant au départ, prix Nobel de semi-conducteur, entrer dans la pièce avec un espèce d'énorme chaudron sur la tête, parce qu'il racontait une histoire où il était un chevalier des temps anciens, quelque chose comme ça. Il revient, et vous imaginez tout ce qu'il veut trouver, quand il revient des croisades, des choses de science. Et Shockley nous racontait donc une histoire étonnante, et au coin du feu, on était devant un grand feu dans un chalet comme ça, il y avait aussi bien Pauli, grand prix Nobel disons, de la mécanique quantique. Et à la fin de l'histoire, tout le monde riait, sauf Pauli qui riait un certain nombre de secondes après. C'est un Suisse allemand qui veut être sûr d'avoir bien compris et qui après était tout disposé à rire. Bon, on arrivait à connaître ces gens-là d'une façon absolument extraordinaire. Et cette jeune femme, avec des crédits minimes, avec des moyens minimes, elle a fait autant pour la science que des gouvernements entiers. Ça, c'est très frappant. Je dirais que c'est un des aspects, c'est ça, de notre chance, c'est d'avoir rencontré ça. Ça a complètement modifié nos carrières, nos attitudes après. Alors après, quelle a été votre carrière? Voilà. Alors, dans ce court entretien, ce court extrait, alors sachez que quand on lui demande quelle est sa formation, il était à l'ENS, hein, la seule chose dont il parle, c'est l'école des Ouches. Donc ça montre la place qu'a eu ce dispositif dans sa formation intellectuelle. Vous avez plein de choses, hein, vous entendez, on apprenait toute la science en 2 mois, l'intensité de travail aussi, il dit on travaillait nuit et jour. Vous avez cette atmosphère extrêmement conviviale qu'il décrit très bien, et puis c'est cette intimité à la fois cognitive, intellectuelle et aussi presque vous voyez, d'amitié qui se forme avec les gens autour. Et en même temps, ce constat, cette espèce d'étonnement même pour lui, il ne comprend pas très bien comment est-ce que Cécile de Witt-Moret est arrivée à constituer un dispositif aussi étonnant, avec très peu de moyens. Et il le dit, la phrase est quand même assez étonnante, elle a fait autant pour la science que des gouvernements entiers. Alors c'est un peu cette interrogation, qu'est-ce qui amène Pierre-Gilles de Gennes, pour une école de montagne qui organise des écoles d'été durant 2 mois, de déclarer quelque chose d'aussi important. Du coup, ce contexte, ce dispositif, pour nous, ça nous a mené à un travail de recherche qui a été finalement assez long, parce que ça prenait beaucoup de temps de se plonger dans cette institution. Ça a duré 4 ans. On a essayé d'avoir une étude sur le temps long, puisque cette école a été fondée en 1951, donc ça permettait d'avoir 70 ans de recul, ce qui permet aujourd'hui d'avoir quand même une appréciation de ce que cette institution a pu produire, de ce qu'elle a réalisé. On s'est appuyé sur en fait, énormément de matériaux empiriques. À la fois, on est allé voir les témoignages qui existaient, qui sont très nombreux au travers de tout un tas soit de vidéos ou de lettres envoyées à Cécile de Witt. On s'est appuyé sur les entretiens. On a interrogé l'ensemble des directeurs de l'école des Ouches. On a consulter les archives également. On a eu accès également aux documents de la famille de Witt qui ont accepté de nous donner accès à un certain nombre de lettres et d'écrits de Cécile de Witt-Moret. Et donc du coup ça nous a permis en fait d'avoir une étude avec une approche méthodologique en fait assez complète, assez exhaustive, assez diverse aussi. On a à la fois une approche un peu historique,
On s'est également appuyé sur une analyse quantitative puisqu'on a pu avoir accès à l'ensemble de la liste des participants et des professeurs. Et donc on a constitué une base de données avec l'ensemble des publications, l'ensemble des références liées à ces publications et un ensemble de données descriptives. Également mobiliser les modèles formels de la créativité ou de la conception qui ont été théorisés au laboratoire. On a été aussi en partie obligé de s'intéresser aux questions d'épistémologie, puisqu'on remarquait quand même qu'il y avait une forme de rapport à la science, à l'épistémologie qui n'était pas tout à fait le même, etc. etc. Donc il y a quand même une ambition ici, en tout cas on a essayé de l'avoir, d'étudier cette institution un peu par toutes ces facettes. Et donc ça a donné lieu à cet ouvrage qu'on a intitulé donc, les sciences autrement, les sociabilités créatives de l'école laboratoire des Ouches. Alors la sociabilité créative, vous le comprenez, sociabilité, je pense que la vidéo de Pierre-Gilles Degène explique bien ces sociabilités qui s'installent, et créatives pour insister sur précisément ce qu'elles produisent, ce qu'elles permettent de faire vis-à-vis de la science, et je l'expliquerai plus longuement plus tard. Simplement, sur quelques remarques sur le livre. Globalement, il est constitué en 4 grandes parties. Il y a une première partie plutôt, je dirais, historique, dans laquelle on décrit un petit peu les sources et l'origine de cette école. Une deuxième partie où on explique ce nouveau modèle institutionnel qui semble apparaître, qu'on qualifie d'école laboratoire, tout de suite en montrant par les données les effets qu'on peut constater de cette école laboratoire. Et puis, on a une troisième partie dans laquelle on rentre un peu plus dans le détail des mécanismes de la session, c'est-à-dire à la fois les processus créatifs qui sont en jeu, la structure des cours et un certain nombre de choses que je vais illustrer aussi. Et enfin, il y a une dernière partie plus ouverte dans laquelle on s'interroge sur les implications que peut avoir cette école. Peut-être 2 choses, on a essayé au maximum de rendre, on va dire, vivant ce texte. Et donc, il y a, par exemple, 2 entretiens qui ont été introduits dans leur intégralité. Un entretien avec Kip Thorne, prix Nobel de physique, pour la découverte des ondes gravitationnelles, globalement, dans lequel il y a un entretien très long, dans lequel vous pouvez lire, et où il décrit très bien aussi la manière dont l'école des Ouches a eu un rôle en fait, majeur dans l'ensemble de sa carrière. Et puis un entretien aussi avec Pete Hutt et Keith Olive, qui sont 2 étudiants, enfin 2 étudiants maintenant, 2 professeurs, hein, il y en a un qui, enfin voilà, qui sont 2 physiciens éminents, et qui se sont rencontrés lors de la session de 1979 sur la cosmologie physique, et qui racontent leur rencontre créative et qui a donné lieu à un papier qui permet, si vous voulez, d'avoir une espèce de limite au nombre de neutrinos dans l'univers. Et donc cette limite d'ailleurs a le nom, alors il faudrait qu'elle ait le nom d'un de ces physiciens. Voilà, bon, j'insiste pas plus, mais c'est pour vous dire qu'il voilà, y a aussi la volonté de rendre dans le livre aussi vivant et de donner à voir réellement ce que disent les physiciens de cette école. Alors je parle beaucoup de cette école, mais alors qu'est-ce que cette école Elle organise des écoles d'été. Alors en tout cas c'est le dispositif historique. Aujourd'hui elle organise d'autres choses, hein, des séminaires, des conférences, des écoles doctorales. Mais elle est célèbre pour l'organisation historiquement d'écoles d'été qui duraient jusqu'aux années 70 2 mois. C'est extrêmement long. À notre connaissance c'est peut-être l'une des seules écoles d'été au monde qui dure aussi longtemps, qui a duré aussi longtemps. Aujourd'hui elle dure plutôt 1 mois pour des raisons d'accélération d'un certain nombre de choses qui fait qu'ils ont dû un peu raccourcir le temps. Ici, vous avez quelques images des bâtiments. À droite, vous avez une image. Alors, si vous regardez ici, notamment, vous avez Brice de Witt, qui est le compagnon de Cécile de Witt-Morette, qui est le barbu à gauche, tout à fait. Et puis, devant le tableau que vous voyez avec plus jeune, avec le t-shirt violet, c'est Kip Thorne, en l'occurrence. Donc vous avez environ une 50aine de participants pour une dizaine de professeurs en général lors de ces fameuses écoles d'été. Les thèmes et les organisateurs sont désignés par un conseil scientifique de l'école des Ouches à travers de propositions thématiques qui viennent soit d'organisateurs qui proposent des choses à l'école des Ouches, soit le conseil scientifique va aller solliciter des organisateurs sur certains thèmes qui leur semblent aujourd'hui pertinents. La composition du professorat et des étudiants est faite par les organisateurs eux-mêmes, avec un objectif, ils le disent souvent, notamment pour les étudiants, c'est d'essayer d'avoir, si vous voulez, dans la salle et lors de la session, les prochaines, les next luminaries of the field, donc essayer d'avoir, si vous voulez, ceux qui seront capables de piloter et d'être à l'avant-garde de la science. Et puis les sessions sont fixées quand même en général 2 à 3 ans à l'avance, avec un temps très long de préparation, et des retours du conseil scientifique sur un certain nombre de règles à respecter pour que les sessions se passent bien.
très vite pour vous donner un certain nombre d'éléments quand même sur cette population qui vient à l'école des Ouches. À gauche ici vous avez les, alors je sais pas si j'espère que c'est lisible. À gauche vous avez à gauche et à droite en haut vous avez les pourcentages de participants par nationalité. Participants à gauche et professeurs à droite. Ce que vous pouvez très vite remarquer, alors à droite, si vous remarquez, alors vous avez une participation assez importante de l'ordre de 25% environ d'étudiants ou de professeurs français, qui vient effectivement du fait que l'école de physique des Ouches est située en France. Mais si vous regardez en fait pour l'ensemble des autres pourcentages, c'est extrêmement représentatif de la physique mondiale, puisque ça correspond globalement par exemple au pourcentage que vous obtiendrez si vous regardez les prix Nobel. Donc en fait c'est extrêmement représentatif de la physique mondiale, donc il y a une très très forte internationalisation, sauf peut-être pour le Japon et la Chine qui sont un peu moins présents, notamment voilà. Mais c'est possible aussi que plus récemment ça change, là c'est les données historiques. Un des points très intrigants, c'est que l'immense majorité des étudiants ne viennent qu'une seule fois. Donc on n'est pas du tout dans un effet de club où les gens reviendraient plusieurs fois. Les étudiants ne viennent qu'une fois, donc c'est aussi un des points étonnants. Et 75% des professeurs viennent pour la première fois. Donc les professeurs ne sont pas aussi recrutés, si vous voulez, parmi les anciens de l'école. Pour beaucoup, ils viennent d'autres institutions et d'ailleurs. Si vous regardez aussi l'âge des étudiants, en fait la seniorité est stable. On aurait pu s'attendre à ce que les étudiants se seniorisent en quelque sorte petit à petit avec le succès du dispositif, mais en fait non, les étudiants restent relativement jeunes. C'est plutôt des gens en fin de doctorat ou en début de postdoc globalement qui participent à ces sessions. Et côté professeur, on voit une seniorité croissante qui vient aussi potentiellement d'une tendance générale de la physique sur ces données-là. Et alors le point quand même qu'il faut dire, c'est que les anciens participants sont tous quand même, il y a quand même un certain nombre de gens extrêmement célèbres. Aujourd'hui, c'est plus de 50 prix Nobel en physique, 3 médailles Fields, 10 médailles d'or du CNRS, et puis 50% de l'ensemble des autres prix, notamment les prix Einstein, Wolf, Dirac, qui sont passés par l'école des Ouches. En France, l'ensemble des professeurs du Collège de France en physique sont tous passés par l'école des Ouches. Et donc du coup, cette école a quand même un rôle, si vous voulez, de formation, on va dire, des talents scientifiques assez étonnant. Alors, sur cette présentation, plusieurs temps. Un premier, c'était revenir finalement sur le contexte de création de cette école, pourquoi elle est née dans les années 50 et quel était finalement le parcours de Cécile de Witt-Moret qui l'a amené à créer cette école. Ensuite, de rentrer un tout petit peu sur le modèle de l'école et vous présenter notamment un certain nombre de chiffres pour que vous compreniez vraiment l'impact qu'a pu avoir cette école. Ensuite, de rentrer peut-être dans les mécanismes d'une session, essayer de vous montrer un tout petit peu dans le détail comment se construisent les sessions et finalement la logique qui gouverne à leur dynamisme en quelque sorte. En prenant notamment, j'essaie de prendre un exemple d'une session de 2002 sur relaxation lente et dynamique des systèmes hors équilibre, pardon, c'est le passage anglais-français qui est. Et puis vous présenter quelques éléments, notamment aussi plus généralement sur, si on prend un peu de recul sur l'ensemble des sessions, qu'est-ce qu'on apprend finalement sur les typologies de sessions et sur la manière dont il y a un certain rapport à la science. Et puis je conclurai sur un certain nombre d'ouvertures aussi pour potentiellement ouvrir la discussion avec vous. Alors, le premier point, c'est peut-être comprendre justement le contexte de cette science créative dont elle parle, de cette science trop rapide auquel elle est confrontée. Alors, pour comprendre rapidement le contexte de l'après-guerre pour la physique, premièrement, vous avez des évolutions assez profondes pour la science physique. On la connaît après la Seconde Guerre mondiale. La science physique devient centrale. Elle prend d'ailleurs, c'est le moment où d'ailleurs elle apparaît comme une espèce de science qui attire beaucoup parce qu'elle elle correspond à une course technologique mondiale et elle correspond au lieu, si vous voulez, des grandes percées scientifiques d'une certaine manière. Donc c'est l'émergence du nucléaire, de la course spatiale, de la télécommunication, etc. Et de l'autre côté, vous avez un nouveau régime de la science physique qui s'installe avec deux changements majeurs. Le premier, c'est que vous avez énormément de nouveaux instruments d'observation qui apparaissent au travers notamment des instruments d'observation spatiale. Des radars également, et puis l'apparition aussi des lasers, donc un certain nombre de nouveaux dispositifs expérimentaux qui donnent à voir une physique qui n'existait pas jusque-là. Et de l'autre côté, l'émergence des mathématiques dans la physique, qui donne lieu quasiment à la naissance d'une sorte de discipline qui est la physique théorique, et où ça change complètement aussi le rapport à la manière dont on se construit la physique elle-même. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est plus pour la France cette fois-ci.
c'est un retard qui peut être constaté, qui est d'ailleurs constaté pas seulement par Cécile de Witt-Moret à l'époque, notamment sur l'enseignement d'un certain nombre de matières plus récentes, et c'est le cas notamment de la mécanique quantique qui n'est pas enseignée en France. Lorsque l'école est fondée en 1951, elle n'est pas enseignée, du moins elle n'est pas enseignée dans les grandes écoles, donc elle n'est pas enseignée à l'ENS, elle n'est pas enseignée à Polytechnique par exemple, et il y a seulement quelques séminaires de chercheurs dans le sud de Paris qui s'intéressent à la question. Alors une des raisons qui a souvent été expliquée sur ce retard, alors, il y a un autre aspect, c'est que la Seconde Guerre mondiale a entraîné énormément de décès parmi les scientifiques, et donc un certain nombre de scientifiques qui auraient pu porter cette nouvelle génération en fait sont décédés durant la guerre, et ce qui aussi explique en quelque sorte cette espèce de retard à la fois pour la France, surtout pour la France. Et puis une autre raison qui a souvent été évoquée, alors là c'est lié à d'autres débats, je ne rentre pas dans le détail, mais le fait qu'il y aurait une espèce de domination du positivisme en France. Pour ceux qui connaissent un peu ces débats-là, on sait que Louis de Broglie a été peu enclin à aux interprétations quantiques, etc. Et pour vous donner un exemple de personnalité en France qui était un peu, disons, qui luttait contre l'émergence de cette nouvelle physique, ici, c'est un texte de Henri Boisse qui s'appelle La question préalable contre la théorie d'Einstein. Et il faut lire ce qu'il écrit. Il nous est indifférent que les hypothèses soient bizarres à la seule condition qu'elles ne renferment rien de contradictoire avec ce que Descartes appelle l'évidence. Grâce à Dieu, je ne suis pas mathématicien camouflé. Et donc, vous voyez la critique finalement d'Einstein qui est de dire ce n'est pas par les mathématiques pures et par la spéculation mathématique que l'on peut penser la physique. Il faut revenir à l'expérimentation. Et Boisse insiste beaucoup là-dessus. D'où ce rapport peut-être un peu distancié vis-à-vis de cette nouvelle physique très théorique, très mathématique qui apparaît. L'autre point très important à comprendre, c'est qu'il y a un régime quand même très particulier dès les années 30 qui s'installe et qui se poursuit après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a un certain nombre de grands inconnus qui perdurent et qui persévèrent en physique et pour lesquels globalement les physiciens sont un peu démunis. Un des bons exemples de ce constat, c'est un ensemble de conférences qui sont organisées aux États-Unis, notamment la Shelter Island Conference en 1947, mais qui va être poursuivie avec la Pocono et Holston Conference en 1948 et en 1949, qui veut revenir sur les fondations de la mécanique quantique. Ici, vous avez un texte, par exemple, de Weisskopf, lors de cette conférence, où il démarre tout de suite en disant « The theory of elementary particles has reached an impasse ». Il explique qu'il y a tout un tas de tentatives qui ont été faites, que toutes ont échoué. Il dit qu'il va rappeler ces tentatives en disant un peu de manière ironique The list which follows will be known to everyone and will probably invoke a feeling of knocking a sore head against the same old wall. On va répéter encore de nouveau tous les échecs qu'on a eus. Et the success of the conference can be measured by the extent it deviates from this agenda. Donc vraiment un appel à dévier de cet agenda historique pour trouver de nouvelles voies. Pour que vous ayez en tête, lors de cette conférence, vous avez quand même de jeunes chercheurs qui apparaissent, notamment Freeman Dyson, Richard Feynman, Julian Schwinger, qui sont présents à cette conférence. Par exemple, les fameux diagrammes de Feynman sont présentés pour la première fois lors de la Shelter Island Conference, avec une réception à l'époque mitigée, on va dire. Mais si vous voulez, il y a besoin d'une sorte de nouvel agenda pour faire face à ces impasses théoriques et qui réclame peut-être une inventivité plus profonde. Ce qui fait ressortir, je l'évoque juste pour cette nouvelle épistémologie, cette nouvelle science qui apparaît, un point, c'est que l'activité d'invention devient d'un coup centrale dans l'acte de connaissance. Ce n'est plus simplement la vérification expérimentale ou une sorte d'accumulation des connaissances. L'acte d'invention devient un point cristallisant en quelque sorte. Et vous avez d'ailleurs, dès ces années-là, tout un tas de scientifiques qui s'intéressent déjà aux logiques créatives et qui les mettent beaucoup en avant dans leurs travaux scientifiques. C'est le cas de Poincaré, c'est le cas de Hadamard, c'est le cas de Pauli, c'est le cas de Grothendieck, qui ont tous insisté sur l'importance de l'acte créatif, en quelque sorte, dans leur travail scientifique. Vous avez aussi des nouvelles épistémologies qui apparaissent, qui insistent aussi sur l'importance de l'acte créatif. Popper est connu beaucoup pour les questions de rapport à l'expérimentation, la réfutabilité, et un certain nombre de choses, mais il insiste aussi sur le fait que les théories n'apparaissent pas de nulle part, et que même si ensuite on procède par élimination, ce qu'il appelle l'élimination d'erreurs, etc., la génération de la théorie dépend d'un acte créatif qu'il décrit d'ailleurs assez peu. Bachelard parle d'obstacles épistémologiques qu'il faut dépasser. Et puis de l'autre côté, on sait aujourd'hui, au travers de nouveaux modèles théoriques, que la science peut être interprétée comme une rationalité créative.
Donc tout ça, si vous voulez, appelle à une forme d'épistémologie où on voit que ce n'est plus seulement le rapport à la vérité, c'est-à-dire le rapport à la vérification, à l'expérimentation qui devient critique, mais aussi le rapport à la capacité à imaginer des réels nouveaux, des réels fertiles, qui peut-être demain seront vérifiés, mais il faut d'abord les imaginer avant de pouvoir les constater empiriquement. Et alors, du point de vue scientifique et du point de vue institutionnel de la science, ça pose quand même deux questions. C'est quand vous êtes dans un régime qui est aussi inventif, qui cherche autant la nouveauté, c'est premièrement comment est-ce que vous appropriez toutes les nouveautés, y compris des nouveautés qui sont extrêmement inconnues, c'est-à-dire ce sont globalement des spéculations. Donc comment est-ce que vous repérez quelles sont les spéculations en quelque sorte intéressantes, et comment est-ce que vous-même vous pouvez être générateur, on va dire, de spéculations fertiles, légitimes, intéressantes, et qui ne sont pas simplement des élucubrations. Donc du point de vue scientifique, ça pose quand même une question dans ce nouveau régime, du point de vue individuel, hein, quasiment, un rapport à la science très différent. Et du point de vue institutionnel de la science, on voit bien que du coup la notion de bon talent scientifique se pose d'autant plus, puisque vous ne pouvez plus simplement vous dire le bon talent scientifique, c'est celui qui maîtrise les corpus d'aujourd'hui. Il faut que ce soit celui qui maîtrise les corpus d'aujourd'hui, mais qui ait en plus, vous voulez, des idées de rupture assez importantes. Et là, de nouveau, se pose la question de qui porte des ruptures intéressantes, qui porte des ruptures finalement peu intéressantes. Et puis, ça pose une question plus profonde sur les disciplines, c'est comment, dans un régime aussi créatif, aussi inconnu, où le rapport à la vérification peut se faire beaucoup plus tard. Je rappelle que pour les ondes gravitationnelles, il y a eu 100 ans entre les premières spéculations faites par Einstein et la vérification expérimentale. Donc, vous avez 100 ans pendant lesquels vous devez vivre avec un objet qui est onde gravitationnelle, que vous devez théoriser, instrumenter, financer, mais qui est inconnu. On ne sait pas si ça existe. Donc comment est-ce que vous évitez une fragmentation, une surspécialisation, une marginalisation de certaines voies, voire l'abandon de certaines voies, alors qu'elles sont potentiellement extrêmement fertiles. Donc ça pose quand même des questions nouvelles. Et alors ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez précisément dans les années 30-40, c'est un moment aussi d'ébullition institutionnelle, puisque vous avez tout un tas d'institutions un peu éphémères qui apparaissent, qui sont assez connues d'ailleurs. Vous avez le Congrès Solvay qui apparaît dès 1911, alors avec une perspective un tout petit peu différente, mais quand même avec cette idée qu'il émerge une nouvelle physique, qu'il faut commencer un petit peu à refaire une sorte de synthèse un tout petit peu de tous ces éléments. J'ai déjà parlé des conférences de Shelter Island, Pocono et Holston. Niels Bohr organise un certain nombre de conférences à Copenhague qui sont extrêmement célèbres et qui ont fait partie un peu des pionniers de la mécanique quantique. Chez les mathématiciens, vous avez le congrès Bourbaki en 1938 qui apparaît aussi, donc il y a aussi chez les mathématiciens ces réflexions-là. Et puis je cite le séminaire Proca, donc qui est plutôt en France, Alexandru Proca, qui est un physicien, qui décède malheureusement assez tôt, mais qui va organiser des séminaires pour faire venir un certain nombre de scientifiques étrangers en France pour notamment sensibiliser les étudiants français à cette nouvelle science, notamment à mécanique quantique, relativité générale. Et puis de l'autre côté, vous avez des institutions plus permanentes qui apparaissent aussi, comme par exemple l'Institute of Advanced Studies, qui précisément aussi comprennent ce besoin de former, on va dire, ces nouveaux talents et de les attirer. Et là, vous voyez dans le texte de Abraham Flexner en 1930, hein, The task of pushing beyond the present limits of human knowledge and to training those who may carry on in this sense. Et donc c'est dans ce contexte un petit peu, si vous voulez, institutionnel et d'ébullition créative qu'apparaît l'école des Ouches. Alors pour revenir sur Cécile de Witt-Moret, la fondatrice de l'école, elle a un parcours assez étonnant, donc c'est vraiment une personnalité tout à fait assez exceptionnelle. Alors on a découvert, je le dis juste par petite anecdote, on a découvert bien plus tard, qu'en fait elle est née à l'école des mines. Alors elle est née à l'école des mines parce qu'en fait elle a un ensemble de liens familiaux avec l'école des mines. Mais voilà, c'est ce genre de hasard de la recherche qui fait que nous, chercheurs à l'école des mines, en train de découvrir Cécile de Witt-Moret et en train de l'étudier depuis un an, on se dit, ah bah tiens, en fait elle est née ici. On lit littéralement dans les locaux. Alors elle fait ses études supérieures sous Louis de Broglie, globalement, mais très vite en fait elle est recrutée au sein du laboratoire de chimie nucléaire de Irène et Frédéric Joliot-Curie, où en fait elle reçoit des lettres de physiciens étrangers qui parle de mécanique quantique, qui parle de certaines choses. Alors elle explique que par exemple elle voit pour la première fois l'équation de Schrödinger et que la seule chose qu'elle comprend c'est pi dedans, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que Frédéric Joliot-Curie lui-même ne comprend pas très bien en fait ces équations-là, parce qu'il n'est pas formé à cette physique-là. Et donc du coup elle demande très vite à pouvoir voyager, à pouvoir aller découvrir cette physique, et donc elle rejoint Heitler à Dublin, puis ensuite elle va se former auprès de Niels Bohr à Copenhague. Et elle demande ensuite, et en fait elle est invitée par Oppenheimer pour faire un visiting à Princeton pour poursuivre ce travail-là.
Et donc elle fait un postdoc de 1948 à 1950 à Princeton, où elle rencontre du coup cette jeune génération de physiciens qui va révolutionner globalement la mécanique quantique, Freeman Dyson, Richard Feynman, également Brice de Witt, qui est plus sur les questions de gravité, mais voilà, enfin disons de relativité générale. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de lire ce qu'elle explique, de ce qu'elle vit à Princeton. I work so hard, donc l'intensité à laquelle elle est confrontée. Euh, I just have no time and strength left for anything else, but now I do that meson production with the so-called Royal method, Feynman-Schwinger method. It is covariant, relativistic, invariant, ambiguous, infinite, in disagreement with experiment, incomplete, unconvincing, incomprehensible, and I try to keep up with the quantum electrodynamics going on in the institute. I also do some group theory. Donc vous voyez la découverte d'une jeune physicienne brillante, mais qui se retrouve face à une physique totalement nouvelle, et en plus avec des méthodes qui ne correspondent à aucun critère scientifique valable. C'est-à-dire, ce n'est pas en accord avec l'expérimentation, c'est incompréhensible, voilà, il n'y a rien qui va s'ambigu, voilà. De l'autre côté, ce qu'elle constate, c'est que face à cette physique-là, elle découvre aussi une ambiance quand même à Princeton qui lui permet d'affronter cette physique créative. Elle comprend que c'est par l'entraide et la coopération précisément qu'elle peut finalement s'attaquer à cette nouvelle physique. Et elle le dit presque à côté, Life at the Institute was delightful. Sharing discussion in the corridors at lunchtime, at tea time created a warm and friendly atmosphere. Think of the young postdocs as siblings ready to help each other. Donc vous voyez cette tension tout de suite entre une science extrêmement créative et déroutante et de l'autre côté un monde dans lequel elle trouve les soutiens et les collaborations pour y faire face. Alors elle revient en France et elle décide de créer cette fameuse école d'été, probablement en s'inspirant très fortement de cette expérience qu'elle a vécue. Premièrement en constatant que cette physique est tout à fait nouvelle et il faut aujourd'hui former les jeunes physiciens puisque là en gros elle n'est pas enseignée. Et deuxièmement, le fait que peut-être ce modèle finalement qu'elle a vu à cet institut de Princeton est peut-être le bon modèle. Et donc elle fait un projet de création d'une école d'été qui est, c'est là aussi l'aspect étonnant, c'est que c'est pas un programme de recherche, c'est pas un laboratoire. Elle dit pas non plus qu'elle va faire les cours elle-même. Elle dit je vais créer une nouvelle institution, une école d'été où je fais faire venir un centre de professeurs pour qu'ils donnent ces cours-là. Déjà, elle fait un constat qui est sans appel. Dès le début, l'enseignement de la physique théorique est en général insuffisant. Elle ne le justifie même pas. C'est une phrase, si vous voulez, de constat de départ. Elle dit tout de suite que les cours doivent être à la fois simples, modernes et intenses, avec une présentation très nouvelle des problèmes. Peut-être qu'un des génies aussi de Cécile de Witt-Moretz, c'est de comprendre tout de suite qu'il ne faut pas faire des cours de rattrapage en quelque sorte, mais des cours tout de suite à la frontière, qui sont plus proches de la physique qui est en train d'être créée. Elle envisage en fait l'école elle envisage le Vallée des Ouches en face du Mont Blanc, si vous voulez, un peu comme elle a une logique d'attractivité, c'est-à-dire il faut trouver un lieu où des professeurs étrangers auraient envie de venir passer 1 mois ou 2 mois, et donc c'est un lieu magnifique, donc je vais les attirer en leur disant mais venez passer 2 mois à la montagne, vous allez voir c'est extraordinaire. Et puis la première session, elle sait déjà les thèmes qu'il faut couvrir, mécanique quantique des champs, certains problèmes de physique nucléaire théorique. Et donc vous avez dans les premières sessions notamment Grivet, Kassler, Tahan, Heitler, Van Hoff, Segre, Kohn, Pauli, Fermi. Tous les petits astériques désignent les gens qui seront ou ont été prix Nobel qui sont invités à la session. Donc c'est pour vous dire le niveau des professeurs qu'elle arrive à faire venir tout de suite à la première session. On peut ajouter, oui. Quand elle ouvre l'école, elle n'a pas 30 ans. Oui, tout à fait. Alors, toute l'ouverture de l'école correspond à. Il y a toute une histoire autour, voilà, qu'on explique en partie dans le livre, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs, notamment dans les études faites par Pierre Verschuren, qui est un historien aussi qui s'est intéressé à l'école. Mais c'est une aventure aussi personnelle. Il faudra que j'accélère un tout petit peu. Alors, sur le modèle, les composantes comment fonctionne cette école, finalement, quelles sont ses grandes composantes? Premièrement, vous avez une gouvernance par les scientifiques. C'est les scientifiques eux-mêmes qui gouvernent cette école et qui édictent, si vous voulez, ces règles. Donc vous avez à la fois un conseil scientifique qui est constitué d'une sorte de représentation des différentes sous-disciplines de la physique et puis une direction de l'école qui joue un rôle d'accompagnement, de sélection des sessions, etc. Et vous avez un certain nombre de règles qui sont préservées. Par exemple, il faut qu'il y ait des cours longs par peu de professeurs. Donc on évite, si vous voulez, une sorte d'école d'été qui serait une sorte de bombardement de plein de petites conférences. On veut quelques grands cours longs, donc en général, par exemple, 3 à 5 cours assez longs qui vont faire potentiellement plusieurs dizaines d'heures,
et qui reprennent vraiment avec une logique de repartir des bases jusqu'au aux points les plus avancés. Il faut qu'il y ait une représentation internationale, il y a une certaine attention à la parité des genres. Et puis, du côté de l'organisateur des sessions, de nouveau, sur la composition du professorat, la sélection des étudiants, ils sont beaucoup guidés en fait, par le conseil scientifique. Sur le côté école, vous avez des cours qui sont donnés, qui donnent lieu en général, enfin toujours d'ailleurs, à des proceedings. Et ce qu'il faut noter, c'est quand même que ces cours donnent des proceedings qui sont encyclopédiques. La plupart font honnêtement entre 500 à 1000 pages, si ce n'est plus. Et donc il y a une volonté, si vous voulez, de vraiment créer une sorte de patrimoine de connaissances commun, partagé, extrêmement important. Donc j'y reviendrai sur aussi la structure de ces cours, mais déjà sur le volume et le côté monumental de ces cours, il y a une volonté d'érudition extrêmement intense. L'autre composante, c'est évidemment les sociabilités montagnardes, ça on le comprend. Vous avez un isolement pendant longtemps de 1 mois de 50 personnes, 70 personnes en fait, des professeurs et des étudiants, donc ça crée une vie commune, ça crée une certaine intimité intellectuelle et sociale, avec un certain nombre d'activités, des randonnées, des sorties, des soirées. Et puis vous avez une activité de laboratoire, on pourrait qualifier de laboratoire, où là ça renvoie plutôt à la collaboration créative au travers de séminaires, de présentations croisées, de discussions, et de tous les échanges qu'on peut imaginer au sein de ce type d'institution. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme la durée, et ça a été par exemple mis en avant par Pitot et Kisoliv, comme la durée est de 1 mois, voire 2 mois, vous avez le temps de collaborer. C'est-à-dire vous avez le temps d'aller au-delà de simplement, tiens, on a une idée, ce serait intéressant de l'élaborer. Vous avez le temps de l'élaborer, vous avez le temps de coécrire l'article, et donc vous avez si vous voulez, une possibilité réelle de production, si vous voulez, scientifique durant le mois. Alors, du coup, de notre côté, on a voulu mettre en avant justement cette espèce d'intrication très étonnante entre, d'un côté, un aspect école, presque classique, c'est-à-dire vous avez des maîtres, des élèves, une érudition qui cherche à être transmise, mais qui est tout de suite orientée pour former des futurs, si vous voulez, next luminaries of the field, donc des futurs scientifiques, et de l'autre côté, un effet laboratoire qui vise cet effet coopératif sur des avancées scientifiques majeures. Donc ici, vous avez une phrase de Norman Ramsey, prix Nobel de physique 89, où il dit lui-même « I consider this to have been one of the most effective and enjoyable teaching I've ever had. I felt that Les Ouches was the most effective cooperative effort that then existed for international advancing of fundamental physics research. » Donc cette espèce de double donnée tout de suite. Et donc il nous semblait que finalement ce qui faisait l'effet Les Ouches, c'était précisément ce couplage entre cette activité d'école, cet effet école, de formation, de transmission de savoir, couplé avec cet effet laboratoire. Et donc du coup, qui a une conséquence, c'est que d'une part, vous ne faites pas l'école de la même manière, et de l'autre côté, le laboratoire se nourrit de cette transmission, pas seulement de connaissances d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Donc pour nous, ça a été au moins l'occasion d'émettre 2 hypothèses, si vous voulez. D'une part, s'il y a un effet école, il faut donc former des scientifiques, et donc si on les forme bien, normalement, ils devraient être plus originaux, plus créatifs. Et de l'autre côté, si vous avez une activité laboratoire, on devrait constater effectivement des effets de coopération extrêmement intenses. Alors ça, c'est des effets qu'on a pu confirmer du coup à grande échelle grâce à la base de données qu'on a pu constituer. Premièrement, il faut quand même noter quelque chose, parce qu'on pourrait avoir une espèce d'idée qui serait que finalement, on a juste sélectionné les meilleurs, et donc les meilleurs restent les meilleurs en quelque sorte. C'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde en fait s'il y a un effet de sélection académique, c'est-à-dire si finalement les personnes qui sont sélectionnées sur leur production scientifique antérieure, c'est pas le cas, et la performance qu'ils ont plus tard est découplée complètement de cette production scientifique antérieure à la session. Donc il n'y a pas un effet de sélection qui explique facilement, si vous voulez, une sorte de conséquence. En moyenne, vous avez quand même 65% de citations supplémentaires pour l'ensemble des participants, pour les participants aux ouches, par rapport à un groupe de contrôle qu'on a constitué. Pourtant, les volumes de production scientifique sont similaires. Donc vous n'avez pas un effet d'accroissement du nombre de... C'est pas d'un coup ils deviennent des gros publiants, si vous voulez, en quelque sorte. Ils publient autant que les autres, en tout cas par rapport au groupe contrôle qu'on a constitué. Par contre, leurs productions sont beaucoup plus citées et de fait semblent avoir une originalité supérieure. Et alors l'autre point qui est quand même aussi un des points pour nous de confirmation de l'impact massif de cette école, c'est que si vous regardez, vous avez en général pour les participants 18% de copubliants avant session. C'est-à-dire avant session, on a 18% d'entre eux qui ont déjà peut-être collaboré ensemble. Après 5 ans, 41% des participants vont avoir copublié en moyenne.
Côté professeur, l'effet est plus modeste, vous avez une augmentation de 10%, mais il est quand même présent, sachant que vous partez de 61%. Un participant sur 5 va donc collaborer avec un nouveau participant. On insiste sur le côté nouveau participant ou nouveau professeur, dans le sens où ce ne sont pas les gens avec qui ils ont déjà collaboré avant. Donc on retire les gens avec qui ils ont déjà collaboré avant, on ne regarde que les nouveaux collaborateurs en quelque sorte, et donc une personne sur 5 va effectivement collaborer avec un nouveau professeur ou un nouveau participant. Et ce qui en retour fait que du point de vue des professeurs, ça veut dire que 43% des professeurs en moyenne vont effectivement collaborer avec un participant. Ce qui de nouveau, si vous réfléchissez au format congrès ou conférence par exemple, c'est quand même très très rare que vous sortiez d'un congrès ou d'une conférence avec une collaboration avec un des professeurs qui était là. Là ici, 43% des professeurs collaborent avec des participants, donc il y a quand même des professeurs qui viennent avec une perspective qui n'est pas seulement de donner cours puis de partir. Ils viennent chercher authentiquement des coopérations et des interactions avec les étudiants. Alors ça, c'est plus pour vous montrer visuellement, c'est plus pour le côté visuel, parce que on ne va pas le commenter, je commenterai un autre graphe. Mais vous voyez, regardez surtout en bas à gauche, alors en jaune ce sont les professeurs, en bleu ce sont les participants. Et donc là vous avez ensuite seulement les nouvelles copublications, donc ce n'est pas en cumulé, donc avant la session vous imaginez qu'on efface toutes les collaborations et on ne fait que mettre les nouvelles collaborations après 2 ans puis 5 ans. Donc vous voyez quand même l'intensité de collaboration. Sur 5 ans qui se crée au sein d'une session. Alors celle-ci, je ne vous cache pas, on a choisi une session qui est quand même assez intense. Il y a une variabilité entre les sessions, mais ça vous montre l'effet. Et vous voyez bien comment est-ce que le cercle bleu, au début, à gauche, vient petit à petit se grapper, finalement, au sein des professeurs. Donc il y a un effet, si vous voulez, d'intégration, de densification de réseaux et communautaires qui est extrêmement... Les arcs, c'est une publication. Et tous les arcs, oui, correspondent à une publication, pardon. Oui. Tous les arcs correspondent à une publication. Alors pour le détail, le vert correspond à des publications professeurs participants et le noir, ce sont les professeurs entre eux. Donc vous voyez quand même que le vert est extrêmement présent. Donc vous avez énormément de collaboration entre professeurs et participants. D'un point de vue, si on rentre un tout petit peu dans la manière dont sont faites les sessions, il nous semble que, si vous voulez, finalement, on retrouve 2 grands modèles qui se combinent au sein de cette école. Comme vous avez un effet école, avec des cours qui sont vraiment à cette frontière très proche du connu, mais aussi finalement des inconnus les plus récents de la science, vous avez un format très proche d'une forme de conception innovante, avec une phase planifiée dans laquelle vous allez organiser un partage des connaissances qui vise précisément à préparer les étudiants à l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent maîtriser et de voies qui seraient fertiles, intéressantes peut-être à explorer, avec ici un rapport maître-élève, donc vous avez un rapport finalement quand même de transmission très clair. Et puis de l'autre côté, vous avez un effet laboratoire qui là correspond plutôt à un groupe de créativité libre, finalement beaucoup plus informel, mais qui se nourrit de cet ensemble d'inventions, de débats, de coécriture. Et là, vous avez beaucoup plus un rapport entre pairs qui est mis en avant. C'est-à-dire cette fois-ci, par contre, le professeur n'est plus le maître à traiter avec considération, on va dire, mais quelqu'un avec qui on peut débattre, avec qui on peut co-construire des choses. Et on voit bien que d'une part, la gouvernance par les scientifiques, la construction très longue des sessions va participer à cette structuration, si vous voulez, très forte des cours et du programme, et que, du coup, d'un côté, cette conception innovante va permettre à la fois une remise en ordre du savoir et une richesse très forte des modèles, et de l'autre côté, vu que vous attendez un effet laboratoire, comme l'objectif est quand même de créer, d'un côté, vous avez aussi, même pendant les cours, des logiques de critique, de limite, de spéculation, et donc vous pouvez avoir des étudiants qui très rapidement vous disent « mais je ne comprends pas, pourquoi ne pas regarder les choses de cette manière, pourquoi ne pas faire ci ?» Et donc vous avez quand même une sorte de coévolution, si vous voulez, entre ce cours qui doit aussi s'adapter en quelque sorte aux discussions qui ont lieu potentiellement ensuite pendant les repas, qui ont lieu pendant la soirée, etc. Vous avez quand même un nombre d'exemples immenses de choses de ce type-là. Vous avez même des exemples, alors je vous le cite rapidement. Alain Cohn expliquait qu'un des professeurs avait laissé à la fin d'un cours un problème, en disant « ceci est un problème ouvert, réfléchissez-y ». Et il y a passé la nuit et il a affiché la démonstration sur la salle de classe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de presque caricatural, mais vous voyez cette interaction entre le cours et la manière dont tout de suite elle va créer une forme de collaboration créative. Et puis, évidemment, cette sociabilité montagnarde va précisément favoriser ce groupe de créativité, puisque là, on retrouve finalement tout un tas de conditions qui sont connues pour être très, très importantes pour les groupes de créativité, c'est-à-dire à la fois la multiplication des échanges, l'intimité intellectuelle, l'absence de relations de hiérarchie qui permet une forme de liberté de parole, etc. etc.
Alors, on a essayé d'un petit peu de résumer ce modèle, si vous voulez, de créativité au sein de cette formule. Vous avez d'une part une intrigue scientifique, sur laquelle je reviendrai, qui constitue la manière dont la session a été pensée, son thème, la manière dont le programme. Je vais peut-être pas utiliser le terme de programme parce qu'il est en science, il correspond à quelque chose de précis, mais en tout cas la chose sur laquelle va se construire la session. Vous avez ici KLCL, donc les connaissances du L pour lectureur, donc les connaissances du professeur et les concepts amenés par le professeur, parce que les cours en fait sont un mélange subtil entre les deux, j'y reviendrai, et puis qui entraîne cette deuxième partie beaucoup plus libre, où cette fois-ci vous avez une espèce de conception faite dans la collaboration entre les professeurs et les participants. Alors je vais essayer juste au moins d'illustrer ces trois aspects sur une session. Alors par rapport, juste pour ceux qui connaissent les processus type KCP, il y a deux choses qu'il faut noter qui sont quand même un tout petit peu différentes mais qui sont aussi très adaptées peut-être à ce monde académique. Le premier, c'est que vous avez une structure émergente des inconnus. C'est-à-dire que vous n'imposez pas au départ ni un inconnu de départ, ni des concepts projecteurs sur lesquels les gens vont devoir travailler. Donc les inconnus, vous les laissez émerger au travers des cours et des discussions, ce qui semble relativement adapté au monde académique, dans lequel on serait quand même très mal à l'aise que les gens nous imposent finalement les inconnus sur lesquels il faut travailler. Et le deuxième, c'est vous avez une liberté de coopération, c'est-à-dire vous considérez aussi qu'un des inconnus, c'est précisément aussi quelles seraient les coopérations les plus profitables. Vous ne pouvez pas les anticiper. Et donc, vous n'avez pas de groupe projet prédéfini qui devrait traiter chaque inconnu désigné par le professeur qui dirait voilà, il faut travailler sur telle voie, on va créer un groupe qui va travailler sur telle voie. Vous laissez aussi potentiellement une espèce de social insolite qui s'installe au niveau du groupe. Alors, sur les mécanismes d'une session, pour cette question de comment est-ce qu'on affronte finalement cette science qui est à inventer et comment est-ce que c'est constitué. Le premier point, c'est que les sessions sont construites sur ce qu'on a nommé des intrigues scientifiques. On a choisi le terme d'intrigue scientifique pour sortir, si vous voulez, soit de la logique qui serait, il y aurait une sorte d'inconnu déjà bien identifié sur lequel il faut travailler, parce qu'en réalité, les inconnus sont souvent encore mal formulés, on ne sait pas très très bien exactement quelles seraient les formulations les plus pertinentes, ou voire même on a encore du mal à les faire exister, même si on les pressent. Et de l'autre côté, on n'est pas non plus sur un programme de recherche extrêmement clair. Vous n'avez pas une sorte d'agenda déjà établi ou qui serait établi par les organisateurs. Et donc vous avez un certain nombre de descriptions, si vous regardez les préfaces, notamment des proceedings, de la manière dont ils décrivent le thème de la session. Et donc si vous prenez par exemple l'exemple de la session très connue de 1972 sur les trous noirs, organisée par Cécile et Brice de Witt, ils expliquent tout de suite qu'il y a une transformation phénoménale de la relativité générale, notamment par l'apparition des instruments d'observation, mais aussi parce qu'il y a un regain d'intérêt très fort pour ces théories-là, qui fait qu'on est passé from a quiet backwater of research harboring a handful of theorists to a booming outpost, et donc elle explique qui est désormais familier. Donc cette idée qu'on arrive à un moment où aujourd'hui il y a une effervescence extrêmement forte, et donc il faut faire une session précisément pour venir amplifier cette effervescence. Vous pouvez avoir des intrigues qui sont plutôt autour de travaux très avant-gardistes qui semblent remettre en question, si vous voulez, les logiques dont on avait mis en ordre le savoir, et qui supposent soit une réappropriation, soit une refondation. Si vous prenez par exemple ici l'exemple de la session de 84, Critical Phenomena Random System Gauge Theories, ils expliquent que tout un tas de nouveaux concepts sont apparus, mais que la mathématique rigoureuse, cohérente, associée à ces concepts-là reste très floue, ou en tout cas peu complète. Et donc l'objectif de la session, c'est précisément de se demander dans quelle mesure tous ces nouveaux concepts, ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles conjectures peuvent aujourd'hui être réunifiées dans un certain nombre de modèles mathématiques. Et puis, il peut y avoir des logiques où on voit que de nouveaux inconnus émergent et il faut s'armer face à ces inconnus majeurs. There is no experimental hint of any deviation from the standard model, although there has been no shortage of theoretical speculation on theories at yet shorter distances, one of which might prove itself in future experiments. The purpose of this session was to expose the students to these conceptual forays in the unknown. Vous voyez tout de suite le fait qu'il y a tout un tas de théories qui essayent d'étendre, si vous voulez, le modèle standard à ce moment-là, et il faut tout de suite, si vous voulez, préparer les étudiants à l'existence de ces nouvelles spéculations.
Donc vous voyez comment est-ce que les intrigues se formulent, elles sont toujours quelque part entre la science est en train de bouger très très rapidement, précisément, de nouveaux inconnus sont en train d'émerger, qu'on formule plus ou moins, qui sont relativement dispersés, et on recherche, si vous voulez, une forme d'érudition, une forme de plus grande, si vous voulez, capacité à les adresser, à les connaître, à les instruire. Ça, c'est quand même un des premiers points. Les sessions sont construites quand même sur ces logiques-là. Le deuxième point, c'est si vous regardez les cours qui sont donnés aux ouches, il y a quand même une exigence extrêmement forte de la préparation. Les professeurs nous ont tous dit qu'il fallait environ 3 à 5 mois avant d'arriver aux ouches pour préparer les cours, ce qui est énorme. Ici, vous avez un verbatim de Jean-Zine Justin, qui a été un des directeurs de l'école des ouches. Le niveau des cours est tel qu'il ouvre des horizons. La seule consigne que j'ai donnée était: travaillez, ne venez pas aux ouches les mains dans les poches, même vous qui êtes déjà un physicien éminent. On vient à l'école après avoir longuement réfléchi à ce qu'on va présenter. Donc là, il faut se dire que Jean-Zine Justin donne cette consigne potentiellement à des prix Nobel, qui sont a priori les maîtres en discipline, en leur disant attention, prenez le temps de travailler avant de venir, quoi. Parce qu'on ne vous demande pas de simplement nous répéter ce que vous savez déjà, je vous demande de me dire ce que vous savez, mais en particulier pour illustrer ce qui vous semble être aujourd'hui les nouveaux inconnus les plus prometteurs, les nouvelles choses à découvrir. Et donc c'est ce niveau d'exigence extrêmement fort, ce qui fait que vous avez des proceedings qui font 800 pages. Vous avez des professeurs quand même qui écrivent concrètement 150 pages de cours qui vont des bases jusqu'à la frontière la plus récente, et qui expliquent qui donnent tous les détails techniques, calculatoires, de construction des modèles, d'hypothèses qu'ils ont fait, de limites de leurs hypothèses. Et il y a un état de l'art qui est honnêtement presque sans équivalent à notre connaissance, en tout cas en physique. Alors si vous regardez d'ailleurs la réception des cours par les physiciens, premièrement, certains remarquent que l'état de l'art est effectivement novateur. Ici, vous avez un commentaire par Knight sur la session de 92. A reader can find here not the usual recycling of a lecturer's current obsessions, so typical of many schools and study institutes, but a genuine attempt, usually successful, to explain novel physical ideas and enlighten the listener and reader. Donc vous avez quand même, vous voyez déjà... Le journal, on cite le commentaire. Oui, on cite le commentaire de Knight dans le journal Modern Optics sur la session de 92, de systèmes fondamentaux en optique quantique. Ici, vous avez de nouveau un commentaire plutôt dans Physics Today sur la session de 63 sur Relativity, Groups and Topology de Mendlowitz. Even old relativists already set on their ways will find this a profitable article to read. Further, there is much here that does not really appear in standard treatments of the subject. Donc de nouveau, le fait qu'il y a quand même une richesse plus importante, et quand même cette petite note un peu ironique, même le vieux relativiste va peut-être changer un peu ses idées s'il lit ça. Et puis une richesse du contenu quand même qui est souvent mis en avant. Là de nouveau un commentaire de Docker dans les bulletins de physique sur méthode en théorie des champs. Alors 1977 c'est la publication, mais en fait la session a lieu en 75. The articles deal not only with the general ideas, but also contain many detailed calculations which will be of great value to those relatively uninitiated in the techniques described and who wish to see expanded those points, usually compressed in the journal publications. Ça, c'est un des points quand même très importants et mis en avant, c'est que la publication scientifique, du fait de ses contraintes, ne permet pas de donner l'ensemble des détails. Elle ne vous permet pas de mettre l'ensemble des détails de calcul, des hypothèses, des techniques, des astuces potentiellement utilisées. Et ici, ils font l'effort de les mettre en avant. Et donc c'est quand même un des points aussi très intéressants, c'est du coup, en tant que cours, vous avez un cours où vous pouvez effectivement, à la fin, potentiellement maîtriser ces techniques. Alors sur le côté frontière du connu et de l'inconnu, premièrement, il y a quand même un certain nombre de propriétés qui reviennent constamment dans les structures de ces cours qui sont quand même tout à fait étonnants. Le premier, c'est vous avez quand même une logique de préservation des savoirs passés. L'objectif, c'est quand même de capitaliser au maximum sur l'ensemble des techniques qui ont été établies au fur et à mesure du temps. Ici, vous avez un exemple d'un cours donné par Hermann Nicolai sur la session sur l'architecture des interactions fondamentales à courte distance, dans laquelle il va présenter en fait un certain nombre de théories et de techniques, mais qu'il sait lui-même, malheureusement pour lui, qu'elles ne sont plus à l'ordre du jour. C'est une voie qui est devenue un petit peu ce qui explique la supergravité en dimension 11. Plus grand monde s'y intéresse. Mais par contre, il dit, on a peut-être ramassé un certain nombre de techniques qui méritent d'être capitalisées, d'être préservées.
et donc il va présenter ces techniques. Donc vous voyez, il y a quand même cette logique de dire, on a peut-être ramassé un certain nombre de connaissances qui sont utiles à préserver. Certains proposent directement des voies de refondation et de réunification. Ici, vous avez un cours de Brice de Witt qui est massif. Je crois que ce cours-là fait 400 pages, je crois, dans la session 40 sur l'activité groupe et topologie 2, et où il est quand même extrêmement critique. Vous voyez, il y a quand même un discours aussi potentiellement un peu déroutant. I have been astonished to see over the intervening years how physicists have failed to apply the lessons that relativity theory taught them early in this century. There seems to be a feeling that only canonical methods are safe, only they guarantee unitary. This is a pity because such a belief is incorrect and it makes the foundations of field theory unnecessarily complicated. Donc, vous voyez, c'est quand même cette critique de, il existe un certain nombre de modèles canoniques qui semblent avoir été considérés comme acquis ou les bons chemins. Eh bien non, ce ne sont pas que les bons chemins, et ce ne sont pas les safe, il parle de safe bets, ce ne sont pas nécessairement que les safe bets, il y a peut-être d'autres voies, et il faut les étudier. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est quand même assez étonnant, c'est la capacité à reconnaître les ruptures et à tout de suite adapter les cours à l'existence de ces ruptures. Là de nouveau un cours de Philip Anderson, Lectures on Amorphous Systems, donc il y a un physicien de la matière condensée, qui a eu le prix Nobel, il me semble, où il explique qu'il y a un certain nombre de méthodes sur lesquelles, s'il avait donné son cours il y a peu de temps, il aurait consacré la plupart de son cours à ces méthodes-là, les multiple scattering theory. There has in fact been one of Thomas Kuhn's revolutions in this field, which has taken place rather quietly as revolutions go, but is nonetheless radical. Et donc il explique qu'en fait, il va faire son cours sur des choses sur lesquelles il n'aurait pas du tout fait son cours quelques années avant. Donc vous avez aussi une capacité, vous voyez, à reconnaître les ruptures et du coup à modifier complètement la structure du cours pour s'y adapter. Alors pour prendre l'exemple de la session 77 de 2002, c'est une session donc organisée par, donc vous voyez ici Jean-Louis Barra, Michael Fegelman, Kurt Chan et Dalibard. Alors Dalibard est directeur de l'école à ce moment-là, donc souvent, historiquement, vous avez toujours le nom du directeur à la fin. Bon, voilà. Donc il porte sur les relaxations lentes et les systèmes et les dynamiques des systèmes hors équilibre, pardon, et où ils expliquent tout de suite que leur intrigue, c'est, si vous voulez, en fait, de construire une espèce de concept unificateur qui serait ce fameux système hors équilibre, en remarquant qu'il y a un certain nombre de disciplines qui s'intéressent à ces systèmes-là et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de modèles qu'on pourrait unifier. Mais ils disent tout de suite, par contre, on ne peut pas a priori dire comment est-ce qu'il faut présenter ce sujet-là. Et donc ils disent, on s'est reposé sur les professeurs en espérant que la présentation des différentes perspectives sur ce sujet-là vont faire émerger des connexions qui seront pertinentes et utiles pour les étudiants. Donc vous voyez ici un with the hope that the connections, à la fin de la citation, with the hope that the connections between the different approaches should be naturally apparent to the students. La jeune dame que vous voyez là, c'est... Oui, donc la jeune dame que vous voyez là, c'est Laetitia Cugliandolo, qui est chercheuse à l'Université Pierre et Marie Curie, qui donne un cours ici sur Dynamics of Glassy Systems, et qui est... Comportement du verre, oui, tout à fait. Elle développe notamment des modèles analytiques pour essayer de les étudier, et qui est aujourd'hui membre de la National Academy of Science aux États-Unis, enfin c'est très récent, mais voilà, qui a écrit la postface de notre ouvrage, effectivement. Alors je ne rentre pas dans le détail de son cours, c'est un peu long, mais voilà, sachez qu'en tout cas il y a une description de son cours dans l'ouvrage où on rentre dans le détail de le cours qu'elle donne sur cette fameuse dynamique des systèmes vitreux. Alors je veux juste vous montrer sur cette session, sur cette session ce qui se passe globalement. Si vous regardez globalement, en fait, je ne sais pas si je peux voir. Ah si, vous voyez. Alors. Si vous regardez, vous avez un certain nombre de personnes. Alors, il faut que j'arrive à lire les noms, mais vous avez un nombre. Alors, vous avez Parisi, ça doit être lui, non? Oui, c'est Parisi. Alors, vous avez Parisi, vous avez un certain nombre de gens qui tournent autour, parce qu'en fait, il y a un groupe à Rome qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et donc, autour du groupe de Rome et autour de Parisi se constitue un certain nombre de chercheurs. Et donc, vous avez notamment Cugliandolo, vous avez Kurt Chan qui s'y rejoignent, etc. Cugliandolo et Kurt Chan se rencontrent là-bas et travaillent précisément à la construction de ces fameuses méthodes analytiques. Et donc vous avez un petit groupe qui se forme ici. Fegelman est russe, et si vous remarquez d'ailleurs, il est un peu plus, je crois qu'il est plus bas, et il est un peu tout seul, parce que comme il est russe, il ne fait pas forcément partie de ces groupes-là, et donc il n'a pas collaboré avant de venir. Et donc d'ailleurs vous avez un certain nombre d'étudiants russes qui sont présents. Et alors vous le verrez, si en regardant dans le détail, vous le verrez, en fait il reste un petit peu dans l'extérieur de la bordure, parce que
comme il parle peu anglais, et donc du coup Fegelman fait des cours de rattrapage en russe à la fin de la journée pour expliquer aux étudiants ce qui a été fait pendant la journée. Donc vous voyez quand même le niveau aussi d'engagement des professeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un tout petit peu au niveau des groupes, ce qui se met en place, vous avez notamment un centre d'étudiants qui commencent à collaborer avec les professeurs. Et donc, on voit tout de suite quand même la place prise par certains étudiants dans les réseaux. Et donc notamment, vous avez une intensité collaborative très importante qui se met en place entre Biroli et Berthier. Biroli étant un expert de la simulation numérique en fait sur ces questions-là, et Berthier qui développe un certain nombre de théories sur les vers, et donc les deux fonctionnent très très bien ensemble. Étant donné que Biroli a ses capacités de simulation et que Fischer, alors à cette session vous avez un certain Fischer qui est là, qui est un professeur qui est plus critique des approches du groupe de Rome, qui était un des, si vous voulez, au fond dans une forme de controverse pendant longtemps avec Parisi. Alors comme Parisi est le prix Nobel, Fischer a décidé de plutôt aller faire de la biologie d'une certaine manière. Mais vous avez quand même ici Fischer qui vient s'associer avec Biroli quand même au niveau de la simulation, qui lui permet en fait de valider un certain nombre de critiques sur un certain nombre de modèles qui existent à ce moment-là, avec Toninelli. Alors Toninelli n'apparaît pas sur le graphe parce qu'elle n'est pas inscrite officiellement, elle vient en fait en tant qu'amie. Bon, voilà, je ne vais pas passer les détails. Il y a quand même des dynamiques aussi un petit peu sous-jacentes. Et puis de l'autre côté, vous avez tout un groupe qui se forme autour de Parisi, notamment avec Siliberti et Grigera, sur plutôt de l'expérimentation sur les transitions de phase. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les fameux points bleus qui se situent au centre, là on est juste 5 ans après la session, donc ils sont encore très très jeunes. En fait, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui ceux qui sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui sur ces questions de système hors équilibre. Je crois que Biroli ou Berthier est professeur à l'ENS. Pardon ? Oui, il avait eu, Guillaume avait eu. Oui, tout à fait. Voilà, et puis, bon, voilà, on pourrait commencer à continuer à commenter, mais c'est pour vous montrer quand même sur cette session, vous voyez de nouveau l'intensité tout de suite collaborative, coopérative qui se met en place, et la capacité à recréer des nouveaux objets de recherche grâce à sa coopération. Alors justement, vis-à-vis de ces nouveaux objets de recherche, ici juste 2 exemples de publications qui naissent durant la session. Il y en a un qui apparaît dans les proceedings, qui est en fait un ensemble de réflexions menées par les étudiants vis-à-vis des cours qu'ils ont. C'est assez intéressant parce qu'ils disent on a eu plein de cours sur la dynamique des systèmes vitreux, mais personne ne nous a donné de définition des systèmes vitreux. On trouve ça quand même étrange. Donc vous avez quand même une capacité aussi presque critique, un peu ironique des étudiants. Et ensuite, ils proposent tout un tas de choses pour essayer de remédier à la question, notamment des expérimentations qui ensuite vont être faites. Donc il y a une proposition de construction d'expérimentation. Et puis le fameux article de Fischer, Biroli et Toninelli, qui naît précisément lors de cette école. Alors Fischer est un peu en retrait, mais en fait il apporte les briques théoriques et les briques de connaissances qui manquent à Toninelli et Biroli pour aller au bout de leur idée sur cette simulation. Il y a deux jeunes et un vrai. Oui, donc alors Toninelli et Biroli donc, sont 2 jeunes, et Fischer qui est déjà un professeur extrêmement installé. Je vais essayer de conclure. Sur l'ensemble alors juste pour un petit mot sur l'ensemble des sessions, parce que là on s'intéressait du coup aux sessions de manière plutôt, si vous voulez, isolée. C'est-à-dire à chaque fois sur chaque session, qu'est-ce qui se passe, comment se met en place l'intrigue, quelles sont les collaborations qui se forment. Et on s'est demandé finalement, si on prend l'ensemble des sessions, finalement quel est le portrait qui se dessine de cette école et des types de sessions et des régimes qui se mettent en place. Donc ici, on a essayé de prendre un ensemble de variables, je vais rentrer en détail pour essayer d'établir ces groupes. Et ce qui ressort, c'est que, ici vous avez, donc on a fait une logique de clustering, qui est ici projetée sur une ACP, donc analyse en composantes principales, ici avec les 2 premières dimensions. Si vous regardez la dimension horizontale, en gros, elle renvoie à la densité communautaire des professeurs. Est-ce que les professeurs et leur niveau aussi, c'est-à-dire le niveau de citation qu'ils ont. Donc en gros, est-ce que les professeurs sont extrêmement matures, arrivent plutôt en fin de carrière, c'est rarement le cas, mais sont extrêmement matures et très coopératifs. Donc vous avez plutôt des communautés déjà bien formées, ou au contraire pas du tout, donc ça c'est plutôt à gauche. Et ce qui va gouverner l'axe vertical, c'est plutôt la maturité des participants. Sont-ils extrêmement coopératifs et quel est leur niveau de maturité ? Et donc ce que vous repérez, donc on a essayé de nommer un tout petit peu ces groupes-là, c'est que vous avez en fait des typologies de sessions qui correspondent à la fois à des structures sociales, si vous voulez, cognitives et sociales, c'est-à-dire à la fois des niveaux de maturité et des niveaux de collaboration qui ne sont pas les mêmes,
et que si vous regardez la manière dont sont construits les thèmes des sessions et les intrigues des sessions, elles sont finalement assez en écho à cette structure sociale et cognitive. C'est-à-dire que quand vous avez une structure sociale où les professeurs sont relativement jeunes, les étudiants encore plus, que vous avez une faible niveau de coopération, vous êtes en fait dans un moment où l'intrigue va être, au fond, il émerge une nouvelle discipline, il émerge un nouvel objet, et il s'agirait peut-être aujourd'hui de créer un certain nombre de réseaux qui s'y intéressent. Et donc pour vous donner un exemple, sur la session 50, autour de ce qu'on a nommé du coup effervescence créative, qui est à gauche du coup, au niveau à gauche, notre but en présentant ces différents aspects de la théorie et de la pratique de la tomographie en géophysique et en océanographie est de montrer la diversité et la vitalité de ce domaine de recherche en soulignant comment la tomographie fait appel à plusieurs disciplines complémentaires. Vous voyez, on est encore loin de quelque chose d'extrêmement stabilisé avec des grands inconnus, des grandes percées. C'est plutôt, il y a une vitalité de ce domaine et on voudrait le montrer et le rendre visible aux étudiants. Et côté synthèse créative, si vous regardez tout à droite, donc complètement de l'autre côté, donc plutôt en vert, la synthèse créative. Donc ici pour donner... Donc la 93, elle est à peu près au milieu en fait. Créative un peu à gauche. Voilà. Là, de nouveau, c'est complètement différent. C'est The next generation of lattice field theorists will finally resolve fundamental non-perturbative questions about QCD without uncontrolled approximation. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus proche de... Finalement, on s'attend à ce que la prochaine génération, pas seulement s'intéresse à la vitalité, mais va résoudre les problèmes qu'on a déjà très largement étudiés, etc. Donc vous avez quand même une intrigue qui est beaucoup plus proche d'une forme de, si vous voulez, d'inconnus déjà structurés, de programmes existants et de problèmes qui sont déjà établis et sur lesquels il faut travailler. Voilà, alors ça nous semblait juste intéressant de remarquer cette espèce de couplage très important entre la manière dont les intrigues et les inconnus sont désignés et précisément la structure sociale et cognitive. Alors, il y a deux choses, hein. On parle d'une image non kuhnienne de la science, parce que Kuhn a beaucoup décrit la science vous connaissez cette théorie entre les révolutions sur la science normale versus la science révolutionnaire. Et en fait, ça fait déjà un moment que ce modèle est critiqué, mais ça confirme encore plus l'idée que la science n'évolue probablement pas selon ces deux régimes, et que finalement la science normale est toujours remplie, si vous voulez, de bouts de sciences révolutionnaires, mais que ces sciences révolutionnaires n'ont pas exactement à chaque fois les mêmes statuts ou les mêmes ambitions. La révolution, si vous voulez, ne se situe pas, si vous voulez, au même moment ou au même niveau de maturité, et une révolution dans une science plus mature, plus proche d'une synthèse créative, n'est pas tout à fait celle qu'on attend dans une science plutôt d'effervescence créative. Et donc le type de rupture, si vous voulez, ou de révolution attendue n'est pas le même selon les sessions. Parfois, la rupture attendue, c'est simplement une remise en ordre du savoir. L'état de l'art lui-même devient, et si vous voulez, l'inconnu. Parfois, c'est l'unification de champs hétérogènes. Et puis, donc remarquez donc, voilà, précisément que chaque moment de la science requiert peut-être des régimes de créativité qui sont différents. Donc, d'où le fait qu'on nomme ces différenciations régime de créativité de la physique. Et donc peut-être ici, la remarque qu'on a une capacité à piloter la science précisément par son régime de créativité propre. Quand on dit régime de créativité propre, c'est de remarquer que la science, selon le moment, selon la structure sociale et cognitive des communautés, va demander des efforts créatifs, des efforts de coopération qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour donner un exemple, sur l'effervescence créative, vous avez une coopération entre professeurs beaucoup plus importante que dans la synthèse créative. C'est-à-dire les structures sociales et les modes de relation ne sont pas les mêmes. Alors, je vais conclure voilà, après cette longue plongée dans l'école des Ouches sur quelques éléments plutôt d'ouverture. Sur précisément cette question finalement, sur gouverner la science, qu'est-ce que nous apprend ce modèle des Ouches ? Le premier, c'est que Cécile de Witt-Moret le dit dès le début, il faut inventer de nouvelles institutions, et elle parle elle-même d'une institution pilote. Elle dit l'école des Ouches est une institution pilote. Et donc il y a peut-être ici une nouvelle finalement au fond grammaire, une nouvelle logique institutionnelle et cognitive pour décrire et penser la science. D'abord parce que vous n'avez pas un pilotage disciplinaire classique. Vous retrouvez aux Ouches absolument rien, c'est-à-dire vous n'avez pas de logique de diplomation, vous n'avez pas de poste, vous n'avez pas de revue associée vraiment aux Ouches, vous n'avez pas de prix que donne l'école des Ouches. Ah oui, il y a un petit prix donné par l'école des Ouches, mais voilà, pardon. Mais ils ne financent pas de projet, ils n'ont pas d'argent. Ouais, donc on est quand même sur un pilotage de la science assez étonnant qui ne correspond à aucun des leviers classiques de pilotage de la science, mais au travers précisément à la fois de ces régimes de créativité, de ces intrigues et de la capacité à convoquer, si vous voulez, les scientifiques et les maîtres qui seront capables de penser la science de demain. Vous avez quand même un rapport au conflit scientifique, ou on va dire à la création scientifique, qui est quand même tout à fait étonnant, puisque vous instruisez sans cesse les controverses, les fragmentations, les ruptures. Et donc il y a quand même une logique aussi peut-être aujourd'hui
de construction d'une science plus, plus adaptative en quelque sorte, plus vivante et plus en débat qui se construit aux Ouches. Un des points qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut penser des institutions finalement adaptées à certains types de régimes de créativité. Pour donner un exemple, alors, sur le plan peut-être plus descriptif, on peut se demander même pour les institutions qui existent de la science aujourd'hui à quel régime de créativité ils correspondent. Si vous prenez le Collège de France, à quel régime de créativité scientifique il correspond, auquel il veut contribuer, versus par exemple l'IHES, donc l'Institut des autres études scientifiques. Et donc peut-être qu'en clarifiant le régime de créativité sur lequel ils doivent travailler, on clarifie aussi peut-être le mode de pilotage de ces institutions. Le deuxième point sur lequel je voulais ouvrir la discussion, c'était sur la question de l'universalité du modèle des Ouches, notamment cette question de cette épistémologie finalement très orientée vers l'inconnu qui se dessine à l'école des Ouches, alors inconnu à la fois sur les objets scientifiques mais aussi sur les personnes qui doivent y contribuer. Le premier, c'est on peut s'interroger pour nous en sciences sociales finalement, est-ce que ce modèle-là est possible ? Il y aurait une perspective qui consiste à dire qu'il y a des conflits en sciences sociales, des découpages disciplinaires qui sont plus profonds qu'en physique. L'économie et la sociologie ne se réconcilieront jamais pour des raisons X ou Y. Mais en fait, peut-être qu'on a un biais de vue en pensant que la physique, par la nature de ces objets, par le fait qu'un rapport à l'expérimentation ou à la nature serait plus lisse, c'est pas vrai. Si vous regardez dans le détail, il y a des conflits aussi extrêmement durs. Pour donner un exemple aujourd'hui sur la théorie des cordes, il y a quand même des controverses extrêmement dures sur ces théories. Et donc on se dit finalement qu'il y a une logique quand même d'érudition des antagonismes théoriques et des questions en suspens, et on voit mal en quoi est-ce que cette logique-là n'aurait pas une certaine universalité bien au-delà des Ouches. Et puis il y a quand même une institution résolument tournée vers les jeunes chercheurs, il y a quand même une dynamique générationnelle construite par l'école des Ouches et qui a priori devrait être fertile pour 2 disciplines. Donc il nous semble que la remarque qui consisterait à dire que l'école des Ouches n'est adaptée qu'à la physique n'est peut-être pas suffisante pour écarter ce modèle d'autres disciplines. Et enfin, sur le côté modèle de l'école laboratoire, au-delà des écoles d'été, juste 3 points rapides. Le premier, c'est finalement, on voit que le cours quand même est structuré et pensé d'une manière totalement différente du fait de cette institution. Et donc peut-être qu'il y a un couplage qu'on néglige entre le cours et la forme institutionnelle qui est associée. Dans le sens où enseigner une matière, faire un cours, peut-être change radicalement selon les publics et les logiques institutionnelles. Et faire un cours à de jeunes scientifiques, ça montre aussi qu'il y a peut-être des logiques et des structures complètement différentes. Le deuxième point, c'est si on prend un peu au sérieux ce modèle d'école laboratoire, finalement on peut se demander pour n'importe quel laboratoire, finalement, quelle est son école d'une certaine manière, et de se demander si la capacité créative d'un laboratoire ne dépend pas précisément de l'école qu'elle est capable elle-même de porter d'une certaine manière, et de se demander pour n'importe quel laboratoire scientifique quelle est son école associée d'une certaine manière, quel est son mode de transmission de connaissances, quel est son mode de patrimoine qui existe. Et puis finalement, là c'est plus une ouverture plus générale, mais sur les questions des transitions et de l'entreprise, peut-être pour vraiment sortir là, un peu du monde scientifique, on a quand même un modèle d'instruction collective des inconnus qui est quand même très original, très porté sur l'édition, qui dépasse peut-être les conflits traditionnels. Donc de se demander en quelle mesure ça pourrait être un modèle aujourd'hui utile, opératoire, pour penser des formes de coordination et de coopération qu'on sait aujourd'hui nécessaires sur les transitions, mais qui peinent à être établies. Merci beaucoup pour votre attention et à vous prendre des questions. Merci beaucoup. Un peu long. On a du temps. L'avantage d'avoir presque 2 heures, c'est qu'on peut prendre le temps d'exposer tout ça correctement. Merci infiniment. On a du temps pour des questions, y compris les jeunes. Vous avez le droit d'en poser, évidemment. Moi, j'en ai quelques-unes en stock, le temps que vous réfléchissiez si nécessaire, mais je sens le départ ici. Super, bon, merci, c'était génial. Spontanément, moi, je pensais à... il y avait un article de Saint-Saulieu qui date de Renaud Saint-Saulieu, professeur de sociologie, datant de 83 de mémoire,
sur la création institutionnelle et la créativité institutionnelle. C'est un papier très court, très dense, en disant, voilà, dans notre modernité, donc en 1983, donc ça fait du temps, il faut établir un véritable programme de recherche sur la créativité institutionnelle. Quand on lit ce papier aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'a pas perdu beaucoup d'actualité. Et puis, il y a eu des travaux sur les middle grounds qui pourraient faire partie de la créativité institutionnelle. Là, pour moi, c'est un formidable travail de ce que peut être un modèle de des modèles de créativité institutionnelle. Et donc, du coup, c'est pas vraiment une question, mais presque une volonté ou quelque chose de se dire, il y aurait, je sais pas, si on rêve d'école des ouches des sciences sociales, la première énigme sur les état de l'art sur les créativités institutionnelles et quelle créativité institutionnelle pour avoir toujours un peu de vie sur Terre. Merci beaucoup. Vaste question. Si vous voulez. Bon, je crois que je vais prendre parce que Saint-Sauleux, je l'ai connu. Prends le micro là, Oui. il doit marcher. Ouais, c'est bon, il va aller. Non, mais oui, bien sûr, tu as totalement raison. Si on doit discuter avec certains nombres d'auteurs, Saint-Sauleux en fait partie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une théorie autonome de la créativité institutionnelle. Les institutions n'existent pas en tant que telles. Ce sont les formes d'un fond. Et je pense que ce que nous montrent les ouches, c'est on pensait qu'on avait un fond qui est la science. Voilà, il y a la science et un fond. Donc on peut faire une théorie institutionnelle de la science puisqu'on a ce fond, on le comprend. Ce que nous montrent les ouches, c'est en fait non. Finalement, l'invention institutionnelle, son support, c'est précisément la rediscussion de ce qu'est l'activité scientifique. Voilà. Donc en fait, non, il n'est pas possible de faire une théorie institutionnelle per se, en soi. Et je pense que c'est un des gros problèmes de la théorie sociale. Voilà. Il existerait une espèce d'autonomie de la théorie sociale en dehors du monde, du fond, de la réalité, etc. Et finalement, c'est la grande force de Cécile de Witt, c'est de dire, il y a des universités depuis 1000 ans, mais ces universités, elles font de la science, mais elles n'ont jamais rencontré ce régime-là de la science. Voilà. Et c'est ça qui évidemment... et donc, ce qu'il faut donc dire, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui une théorie institutionnelle, mais reliée au monde. C'est-à-dire on le voit bien, hein, les transitions écologiques, pourquoi elles nous posent problème, c'est parce que le monde n'est plus le monde. Voilà. Et je pense que la science n'était plus la science. Voilà. Et dès lors que la science n'était plus la science, la grammaire universitaire devenait obsolète. C'est ça le courage. Alors on est aussi passé sur l'institution, on n'a pas le temps de vous traiter, mais au départ, qui lui donne de l'argent, comment elle travaille, on décrit toute cette partie-là, évidemment, elle est out, elle est hors système. C'est l'OTAN qui paye. Le Parti communiste l'attaque immédiatement. Quelle rigolade. Ils ont même tenté de faire une contre-école. Un pauvre malheureux physicien a voulu tenter de faire une contre-école. Bon. Et puis après, l'institution grammairienne classique, l'université Grenoble-Alpes, acceptera de la faire entrer dans son moule plus tard. Donc il y a aussi cette digestion lente par le système actuel. Mais ça reste toujours marginal. Donc oui, c'est vraiment... alors il y a tout un long chapitre dans le bouquin sur le problème de nos grammaires institutionnelles que nous croyons invariantes. C'est comme nous souffrons de l'invariance, comme elle disait, des Mason Production Theory. On a des grammaires institutionnelles que l'on croit invariantes, qui sont divergentes à l'infini, qui ont des tas de problèmes. Donc merci beaucoup pour la question, parce que le livre a aussi pour but de discuter ça. Mais dans le cadre, on le fait dans le cadre des Science Studies, c'est-à-dire que c'était déjà une littérature énorme. Non, tu ne trouveras pas Saint-Sauleux dans la bibliographie, mais c'est parce qu'on dialogue avec Science Studies. Bon, vous les connaissez tous, je pense. C'est voilà, toute la tour, etc. Oui. Vraiment, tu doutes que c'est tout ça exceptionnel. C'est fabuleux. Plusieurs raisons. D'abord parce que
Descartes déjà, qui a cette idée. Il y a le lieu. Alors comme on a connu Cargès, on voit bien ce que ça veut dire le lieu. Le lieu, c'est quelque chose qui va conditionner énormément de choses. Moi, en vous écoutant, je voudrais revenir sur 2-3 choses. Je pense qu'il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a une forme de mode commando sur une thématique. Et la deuxième chose qui me paraît passionnante, c'est qu'on est dans du discontinu. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il n'y a pas de continuité. Et on est dans un monde qui est dans une incapacité, enfin le monde de la science, à mon avis, des organisations, des institutions, est incapable d'accepter ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est rassuré par du continu, par de l'incrémental, par de on revient l'année N plus 1 sur ce qu'on a vu l'annuel. Et puis, ça m'inspire, j'en discuterai avec Laurent sur notre histoire de la maternelle. C'est que, en fait, c'est la même chose qui se produit dans notre système éducatif. C'est-à-dire qu'on est incapable d'avoir des sortes de moments spots comme ça, où on sort un collectif, action collective, on sort un collectif, on se prend une énigme, on la traite, on la remue, on parle de l'existant, c'est très important. Parlons de l'existant, parce que l'existant, c'est ce qu'on connaît, on le challenge. Et je voudrais juste vous citer une anecdote, parce que vous avez parlé de Bourbaki. Bon, je pense qu'il y a un travail je ne sais pas s'il y a un travail qui a été fait sur Bourbaki, mais bon, Bourbaki, c'est devenu du continu. C'est des gens qui se réunissent régulièrement, etc., avec un côté un peu secret, on ne sait pas trop qui est dans le jeu de Bourbaki, hein, ça ne se dit pas trop. Mais à Bourbaki, ils font venir un jeu de mathématiciens, ils lui confient des trucs, et un jour le mec, il arrive et il leur dit, ce que vous faites, c'est de la merde. Grothendieck. Il s'appelle Alexandre Grothendieck. Voilà. Et ça prouve qu'il y a aussi ces événements qui sont possibles dans ces moments. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est vrai qu'il y a aux ouches, on pourrait se dire que finalement il y a une espèce de volonté de créer un effet de concentration, commando, très rapide, discontinu. On va essayer pendant un temps court, extrêmement intense, de faire bouger les choses au maximum, comme une sorte de concentration, une sorte d'accélérateur de particules, vous voyez, extrêmement fort. C'est vrai en partie, et en même temps c'est peut-être un peu simplificateur dans le sens où il y a quand même la volonté d'insérer très fortement ces commandos dans une logique très collective, très internationale. Les livres qui sont produits, les proceedings, ont quand même pour vocation, par exemple, de s'adresser à tous, à toute la communauté de physiciens. Donc vous créez un phénomène d'accélération localement, mais pas, vous voyez, qui a quand même une logique extrêmement large et de diffusion très, très forte. Et sur le côté discontinu, justement, on voulait aussi, peut-être dans le côté image non cuhnienne de la science, c'était sortir de cette idée qu'il y aura un continu-discontinu de la science. On a l'impression que, ou quand je dis la science, c'est même peut-être plus largement, on a l'impression qu'il y aurait d'un côté une espèce de science incrémentale qui avancerait tout doucement, résoudrait des problèmes, et de l'autre côté, des moments très singuliers où on va créer des ruptures. En tout cas, les ouches agissent comme une sorte d'effet régulateur de ça. Plutôt qu'éviter, vous voulez, des grands moments de grandes révolutions très dures, très fragmentants, très conflictuels potentiellement, en anticipant et en faisant ces sessions peut-être avant précisément qu'il y ait ces sortes de grandes controverses qui sortent de l'arène scientifique d'une certaine manière, eh bien, elles permettent aux controverses scientifiques d'être mieux absorbées, d'être mieux comprises, d'être instruites, et donc de recréer les coopérations avant même que vous ayez... Donc, d'une certaine manière, les révolutions sont de plus en plus silencieuses depuis qu'il y a l'école des ouches. Plus vous avez des écoles des ouches, moins vous verrez de révolutions scientifiques, parce que, enfin, en tout cas, c'est pas vrai, mais vous les verrez bien plus tard, mais parce qu'elles seront digérées et remises dans une logique continue. Mais cette logique continue, précisément, permet d'un côté d'assurer toute la force aussi de la science, c'est-à-dire le progrès, l'accumulation des générations qui petit à petit s'intéressent à ces questions-là. Donc c'est peut-être un des points aussi à garder en tête sur ce rapport au discontinu en tout cas. Et puis, on avait dans le bouquin, on utilise une métaphore, parce que la métaphore kuhnienne, c'est, si tu veux, c'est le volcan longtemps éteint, et puis tout d'un coup, il se réveille. En fait, c'est plutôt
c'est plutôt Yellowstone, quoi. C'est-à-dire, la science, normalement, c'est des petites ruptures qui apparaissent un peu partout, tout le temps. Et la grande force du système des Houches, c'est de détecter qu'il y a une espèce de petite fumerole, là, qui, si on la prend au sérieux, est en train de nous dire qu'on n'a rien compris au sous-sol. Et d'arriver d'avoir le courage, d'arriver et de dire, les enfants, on est dans l'impasse. Et de ce point de vue-là, pour nous, dans nos débats qu'on a eu tout le temps, tu l'as évoqué à la fin, c'était pourquoi on raconte cette histoire au monde, nous? Parce qu'en sciences sociales, personne n'a le courage de dire on a tout faux. Il n'y a pas. C'est pas possible. Or, il est tout à fait probable qu'on ait tout faux. Tout faux axiomatiquement. C'est-à-dire qu'on ait cru que l'espace-temps, il était newtonien, qu'on ait cru que nos concepts tenaient. Voilà. Je le dis parce que quand on lit leurs textes, vous avez vu l'introduction de Brice de Witt, bah voilà, c'est de dire... Mais ce n'est pas sur des questions simples qu'ils disent ça, ils disent ça sur l'espace. Voilà. Qu'est-ce que l'espace? Imaginez un cours d'économie qui commence en disant il y a des biens. Des biens. Continu et différenciable. Bon. On dérive en plus. Bon. Et le physicien mathématicien qui vient, il dit oh, c'est sympa, et les quanta là-dedans. Bon. Et la question à l'envers, c'est quelle est l'institution capable de supporter ça? Voilà. Vous voyez, il nous semble que cette dialectique permanente entre l'objet et l'institution est intéressante. Eh bien, voilà, si vous voulez une institution qui est capable de supporter, où un professeur vient de dire il est possible qu'on ait travaillé 20 ans in vain, mais il en reste quelque chose. Voilà. Pour supporter socialement cela, il faut des conditions qui sont un peu les conditions des ouches. Et donc voilà, ce monde du savoir avec des fumerolles un peu partout, il y a des signaux qui disent ça tient pas, ça tient. À quel endroit on peut s'interroger sur le rapport entre la fumerole et toute la géologie sous-jacente. C'est un peu ça voilà. C'est pour ça que quand on dit non cunien, on n'est pas les premiers. Hein. C'est simplement il n'y avait pas de théorie alternative tant que ça. Hein, on en parle, si vous connaissez, il y a maintenant Hackien, c'est ça, Ian Hacking, qui avait proposé des alternatives à la théorie de... Et il nous semble qu'en analysant les ouches, on a une possibilité d'une alternative à Kuhn plus fondée, plus sérieuse, plus... Merci beaucoup. Déjà, c'était ultra intéressant. Je trouve que voilà, innover dans le domaine de l'institution et notamment de la pédagogie, de comment on enseigne différemment, c'est un sujet crucial pour les prochaines années. Et du coup, je me pose la question, quand on voit une si grande réussite en trouvant voilà, un nouveau concept, c'est-à-dire une école laboratoire en sciences, mais en informatique, ça va être l'école 42, où il y a plus d'autonomie et plus d'apprentissage d'étudiants, le scoutisme, l'apprentissage expérientiel. Pourquoi dans nos institutions publiques, on est aussi frileux, même pour les plus jeunes, à essayer de trouver de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes d'enseigner qui seraient peut-être voilà, plus humaines avec quelque chose de... Tu réponds c'est pour toi. Voilà, quelque chose de plus bouche. C'est pour lui, ça. Moi, je sais bien qu'on peut rester jeune d'esprit, mais je préfère que ce soit lui qui... Merci beaucoup. C'est très juste. Enfin, c'est vraiment un des... Je pense que c'est un des points... C'est vrai qu'on ça donne envie d'être physicien, ne serait-ce que pour aller faire un cours. Bon, il faut être physicien, bon physicien quand même, mais bon. Ça interroge beaucoup, je disais, sur le rapport entre l'école, on va dire, le cours, et ce qui me semble intéressant, c'est le couplage école-laboratoire. C'est-à-dire, on pourrait se demander finalement l'école autre. École, je sais pas, école commando, école, etc. Enfin, c'est-à-dire préciser à chaque fois dans quelle logique de transmission du savoir quand même on s'inscrit. Et du coup, parce que c'est vrai que un des problèmes potentiellement pour les écoles, et notamment à un certain niveau d'études, c'est que on aimerait avoir un rapport beaucoup plus actif au savoir. Mais pour avoir un rapport actif au savoir, il faut que la personne nous donne un cours dans lequel il montre aussi que ce savoir est potentiellement plus ouvert,
plus en construction, etc. Mais je pense que ce qui est le plus étonnant dans les ouches, et qui est peut-être aussi la limite, on va dire, c'est une exigence monstrueuse. Donc j'irais presque, là je me retourne aussi vers moi-même, mais c'est presque, il faut demander aux professeurs d'être encore plus exigeants avec eux-mêmes d'une certaine manière, en leur disant mais allons plus loin, allez plus loin, c'est vraiment, quelles sont aujourd'hui les questions, ce qu'on ne sait plus, etc. Mais quelles sont toutes les ressources dont j'ai besoin pour vraiment adresser ces questions-là. Et je pense que les cours de ce type-là aujourd'hui sont rares. Et en tout cas, si vous avez l'occasion de les trouver, je pense qu'il faut s'en nourrir très fortement. Juste une remarque auquel vous faites penser, merci. Je sors d'un débat sur ChatGPT et l'enseignement et l'IA. Alors, voilà, les ouches, c'est tout simplement l'antidote à l'IA. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit à un prof? On lui dit, si tu viens avec un cours qui est juste le résumé des publications qui existent et la synthèse de Tartemuche a dit, Tarte machin a dit, alors là, si vous voulez, là, il est scalpé aux ouches. Hein. C'est très intéressant. Voilà, on va être gentil. Les étudiants vont même pas rester, ils vont aller faire le Mont Blanc. Ils vont se balader. En plus, il est juste à côté. Et c'est ça qui est très, très donc alors dans le bouquin, ça a beaucoup surpris, mais on étudie longuement sur 7-8 pages ce qu'est un cours de physique de Laetitia Cugliandolo et celui de David Gross qui a eu le prix Nobel. Peut-être que Laetitia Cugliandolo aura le prix Nobel, on ne sait jamais. Bon. Mais et vous verrez que c'est ça leur but. Leur but, c'est pas de dire je récapitule le connu. Sur 100 pages, il va y avoir 50 pages de récapitulation du connu. Donc il faut rappeler le connu. Il faut même rappeler le connu de manière à donner les moyens de maîtriser le connu, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire de livrer toutes les hypothèses, toutes, l'une après l'autre, qui ont fait que l'on a cru qu'on était dans le connu. Et puis la deuxième partie du cours, alors là, du point de vue de la rhétorique, on a étudié la rhétorique de ces cours, c'est voilà, maintenant je vous dis, on part par là. On part par là. Pourquoi je vous dis qu'on part par là? Je n'ai pas de raison, j'ai pas la vérité en et il y a toute une rhétorique de justification. Alors, et tout ça qu'on a analysé. On nous a demandé comment on peut analyser un cours de David Gross sur le... Bon, je ne vous explique même pas. C'est pour comprendre que les quarks, en gros, il fallait comprendre comment ils pouvaient être à la fois confinés et libres. Voilà. Ils étaient dans une prison, mais à l'intérieur de la prison, c'était la liberté. Et ça ne marchait pas. Toutes les intégrales divergeaient. Bon. Il vous explique l'hypothèse folle, asymptotic freedom, et il va expliquer pourquoi il tente cette hypothèse tellement folle. Mais c'est un rhéteur à ce moment-là. Et il utilise une rhétorique extrêmement fine, extrêmement... voilà. Et donc, au fond, si vous voulez faire les ouches, pas de cours ChatGPT, quoi. Ça ne tiendra pas. Donc, il faut une autre manière de faire le cours. Merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant et inspirant. J'ai beaucoup aimé le rappel que l'invention et la créativité étaient aussi au service de l'augmentation de la connaissance. Ça, c'est un élément qui est primordial et qui, je pense, doit être diffusé non seulement dans les écoles, mais également dans les industries, dans les groupes de recherche et développement, puisque la base de connaissances va se nourrir de la créativité des différentes personnes. Et puis, j'ai bien un petit rappel à l'IA, là. On ne parle pas d'IA chimie, d'IA physique, on parle d'IA. Et je me demandais s'il y avait un modèle d'une école des ouches qui serait pluridisciplinaire. Parce que finalement, lorsque l'on regarde l'être humain, il est chimie, il est physique, il est informatique avec le cerveau, il est émotionnel. Et pour faire avancer les solutions, la créativité, l'innovation, on a besoin de cette complémentarité. Est-ce qu'on pourrait envisager l'école des ouches avec des prix Nobel de physique, de chimie, de mathématiques, de physique également? C'est un peu l'ouverture sur l'école des ouches idéale pour le monde humain. Alors bon, il y a une institution, dans le bouquin on en parle, puisque il se trouve que moi j'ai grandi dans cette institution, mais Chipten a commencé à y venir. Il y a une institution qui s'appelle les colloques de Cerisy, qui ont été, à leur manière, pour la pensée littéraire philosophique française, le lieu de la refabrication. Le nouveau roman est né à Cerisy, l'Oulipo est né à Cerisy, les sciences cognitives sont nées à Cerisy. Donc, mais Cerisy est une contre-institution, disait Derrida. C'est-à-dire que si tu es
totalement polyphonique, polydisciplinaire, pluridisciplinaire. Alors vraiment, tu es hors de l'institution. Alors que les ouches restent. C'est pour ça qu'il y a une opposition qu'on fait dans le dernier chapitre de l'ouvrage entre contre-institution et institution pilote. Voilà. Et on va être clair, les ouches. Ouais. Mais alors, on parle bien des sessions, c'est-à-dire du dispositif qu'on vous a présenté. Sinon, l'école des ouches, c'est-à-dire le lieu, l'espace, aujourd'hui, il est pluridisciplinaire. Mais c'est à côté des sessions. Voilà. Donc, l'esprit va être gardé, mais le rapport au monde académique n'est pas le même. Bon, là, on va dire, on reste dans la discipline physique avec ce régime académique. Mais la physique incluant, il y a énormément de biologie, il y a énormément de géologie, il y a énormément de cosmologie. Donc, on est bien d'accord que la discipline s'étend. Mais le pluridisciplinaire total, il me semble que c'est plutôt d'autres institutions qui existent. Voilà. Peut-être un dernier point juste là-dessus, c'est il faut quand même reconnaître qu'il est probablement difficile d'imaginer, en tout cas il faudrait l'adapter, un tel modèle pluridisciplinaire. Parce que précisément le niveau d'érudition, d'ascèse et d'exigence sur les inconnus est tel que si vous fallait être à la fois physicien, chimiste, ou biologiste, etc., si vous cherchez vraiment à mêler les trois, c'est extrêmement compliqué. Après, il y a un point juste sur la question de la frontière, on va dire, des disciplines. Étant donné que l'intrigue scientifique, précisément, qui est construite aux ouches, même si le conseil scientifique insiste sur le fait qu'il faut que la session reste physique, entre ce qu'ils appellent eux la physique. Par exemple, les sessions qui deviendraient trop mathématiques, ils vont dire là ça devient vraiment des maths. Il faut quand même qu'il y ait un rapport à la physique, donc aux phénomènes physiques, etc. Mon point, c'est plutôt de dire ils ont quand même une capacité, au travers de la physique, de rediscuter précisément les frontières disciplinaires. Donc on peut se demander si la pluridisciplinarité n'est pas peut-être plus intéressante dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est l'intrigue scientifique qui doit imposer la pluridisciplinarité, et pas le contraire. C'est une participation pluridisciplinaire plutôt qu'un thème. Ça peut être sur le thème de la physique, mais justement. Une participation de personnes qui viennent des différents horizons, qui permettent d'alimenter. Mais c'est précisément, de nouveau, si l'intrigue scientifique appelle la pluridisciplinarité, parce que l'objet scientifique l'appelle, à ce moment-là, oui, ça a du sens. Mais peut-être que imposer une pluridisciplinarité a priori, en pensant que c'est pas forcément... En tout cas, dans le cadre des ouches, quoi. Voilà. Juste sur ce point, pour compléter peut-être, il y a des situations dans lesquelles ça peut avoir du sens. Peut-être les moments où on parle plus de biologie, mais de biochimie ou de biophysique, ça veut dire quelque chose. Peut-être aussi... si je reprends le type d'une présentation que j'ai faite dans ce même séminaire avant l'été, c'est les candides peuvent-ils poser de bonnes questions? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, quelqu'un qui n'est pas du domaine peut poser une question qui a du sens? Et puis, la troisième chose peut-être, c'est est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles les explorations font que tout d'un coup, on a besoin d'aller chercher des connaissances dans un domaine, et à ce moment-là, il y a un expert du domaine qui peut-être peut apporter quelque chose. Mais je partage bien l'idée que si on le fait a priori, en se contentant de juste imposer des experts en espérant qu'il se passe quelque chose, il y a pas mal de chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Non, mais tu as tout à fait raison. Le candide, il faut accepter que le candide pose une bonne question. La difficulté va être, peut-il écouter la réponse? Parce que si, prend comme bonne question qui est, c'est quoi le temps? On peut tous se poser cette question depuis... voilà. Mais il vaut mieux être à Cerisy pour faire un colloque sur le temps. On l'a fait d'ailleurs avec des physiciens, des biologistes, que aux ouches, parce que la réponse qui va être donnée aux ouches, elle va être de dire votre question, je vais essayer de la rendre féconde, intéressante. C'est-à-dire, la question du candide va être remixée en se disant à quoi sert le temps dans une théorie physique. Mais peut-être qu'on peut aussi penser que les ouches occupent une espèce de position extrême. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une espèce de gamme. Une fois qu'on a compris, si je puis me permettre, le cadre axiomatique général, que les institutions ne peuvent pas exister en tant que telles, elles ont besoin de cette relation contingente, on dirait, dans cette maison, entre ce fond cognitif et peut-être que les ouches nous donnent une espèce
grammaire, si tu veux, entre ces institutions capables je dirais, de créer beaucoup d'hétérogénéité dans les langues, qu'on appelle pluridisciplinaires. C'est surtout ça, parce qu'on peut mettre multilingue, on peut rajouter des médias, et les institutions comme les ouches. Mais finalement, ce à quoi nous forcent les ouches, je pense, c'est à sortir de la théorie institutionnelle, presque, en disant, mais qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où avez-vous inventé qu'il existait une théorie institutionnelle? Vous avez besoin d'une théorie du monde. Si vous avez une théorie du monde, vous aurez une théorie institutionnelle, et réciproquement. Et je pense que ça je dirais presque, avec une philosophie einsteinienne, nous arrivons à vivre avec une théorie institutionnelle parce que nous ne sommes pas dans le monde des physiciens. Ce que reconnaît Cécile de Witt, c'est qu'elle ne peut plus penser l'université comme avant. C'est un peu, pour moi, c'est ça la critique que fait Cécile de Witt, c'est de dire on croit savoir ce qu'est un système universitaire. Par exemple, la critique des publications. Les ouches, c'est une machine pratiquement qui dit les publications, c'est pas avec ça qu'on fait de la science. C'est sans arrêt, c'est ce qu'ils disent. Pourtant, ils en produisent des publications, ils en produisent beaucoup même. Mais en même temps, ils ne donnent pas à la publication le statut d'être le lieu dans lequel se fait la science. Deux petites questions au passage. Est-ce que dans l'histoire des ouches, le fait que ça ait été créé par une femme a joué d'une façon ou d'une autre un rôle dans la visibilisation des femmes chercheuses? On sait qu'en sciences comme en art, comme en management d'ailleurs, on a pris soin de gommer un certain nombre de contributions historiquement si elles venaient des femmes. Donc je pose la question au passage, hein, c'est un peu tarte à la crème, mais quand même. Et entre les années 50 et aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. Donc ça, c'est le petit A. Et le petit B, est-ce que dans les débats, les cours qu'il y a aux ouches, il y a une forme de prise avec le genre d'inconnu qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle inconnu des transitions, d'une certaine façon? Est-ce que le monde contemporain et les enjeux qu'on a, climatiques, etc., sociaux, institutionnels, interfèrent avec le genre d'inconnu que se donnent les chercheurs? Oui. Alors sur, je ferai la deuxième partie. Pour Cécile de Witt-Morette, elle a. Alors bon, il faut quand même reconnaître que l'école des ouches reste peu connue, et donc la fondatrice aussi, d'une certaine manière. À vrai dire, nous-mêmes, avant même de découvrir l'institution, jamais on avait entendu le nom de Cécile de Witt-Morette, alors même que la plupart des physiciens qui l'ont connue en parlent avec... tous les prix Nobel français. Tous les prix Nobel français en parlent constamment, ils la connaissent très bien, etc. Donc ça, c'est un point. Ensuite, elle a regretté elle-même son travail scientifique a été un peu éclipsé par l'école des ouches. Elle s'est dédiée finalement à la création de cette institution, à porter la carrière et le développement de bien des choses, de scientifiques et de champ de la physique. Mais du coup, en s'effaçant en partie, elle était plutôt mathématicienne. Elle a des travaux importants, notamment sur avec Cartier, sur l'intégrale de chemin et avoir une fondation mathématique plus forte des intégrales de chemin. On a des lettres qu'on a vues où elle envoie ses travaux à Richard Feynman qui lui répond de manière un peu ironique écoutez, j'ai d'autres choses à faire que de m'intéresser à quelqu'un qui essaye de. Voilà. Bon. Donc, de fait, en tant que scientifique, malheureusement, elle n'a pas été reconnue malgré le fait qu'elle était brillante, mais aussi elle le reconnaît elle-même parce qu'elle s'est consacrée à cette institution. Maintenant, est-ce que ça a participé? On a regardé un tout petit peu le pourcentage de femmes, par exemple, qui viennent aux ouches. Il y a une croissance très importante. Et globalement, ça correspond à peu près au chiffre du pourcentage de femmes qui existent dans le monde de la physique. Donc, c'est de nouveau, là, c'est représentatif. Donc, il n'y a en tout cas pas de biais. Il y a quand même une attention qui est effectivement présente à l'école des ouches. Bérangère Dubrul est la directrice des ouches est une femme. Avant, c'était Laetitia Culion-Delot qui est une femme aussi. Donc, il y a quand même aussi, je pense, cette histoire qui est présente à l'école des ouches. Oui, alors sur les tentatives de... Alors d'abord, il y a, on a dans le bouquin, on vous donne un peu un panorama des grandes questions traitées aux ouches. Il y a un type d'intrigue qui est complètement centré sur les relations de la physique à d'autres disciplines. Donc par exemple la climatologie, par exemple l'IA, on ne le sait pas assez, mais Kirkpatrick, pour ceux qui font un peu je sais pas, dans cette maison, l'optimisation a été... C'était la maison de l'optimisation ici. Hein. Donc l'optimisation qu'on appelait génétique, pour ceux qui s'en rappellent,
c'est Kirkpatrick, les reculs simulés. C'est Kirkpatrick, c'est les théoriciens à la Anderson des matières condensées. Donc en fait, le champ de la physique ne cesse. La biologie est venue plusieurs fois. D'ailleurs, Balian, Roger Balian, c'est le grand directeur, patron de la physique théorique, il nous a fait l'éloge du bouquin, mais il nous dit attention, vous n'avez pas pris des exemples dans lesquels on voit la pluridisciplinarité, cette fois au sens de rapport entre la physique et alors, il a tout à fait raison. Voilà. Il y a aussi en dehors de la session, c'est-à-dire que le lieu des ouches, on ne l'a pas dit, mais en dehors de la session, il y a des workshops. Il y a même, si vous tapez les ouches sur Google, vous allez voir les accords des ouches. En fait, là, dans cet endroit-là, au Chavant, se font tous les accords d'instrumentation. C'est-à-dire, pour faire un nouveau télescope, il faut se mettre d'accord sur énormément de choses. Et c'est les ouches qui accueillent les équipes qui vont venir. Et c'est pour ça que quand on dit l'accord des ouches sur je sais pas, James Webb, ça veut dire l'ensemble des règles techniques qui ont été fixées pour concevoir le télescope. Donc il se passe beaucoup de choses à côté de ce que nous on a étudié, c'est les sessions. C'est-à-dire la matrice initiale. Que deviendra... En fait, on peut dire que les ouches, c'est un peu comme un monastère où s'est créé autour de lui toute une série d'autres institutions qu'on n'a pas étudiées très honnêtement dans le bouquin. Il fait déjà 350 pages. Voilà. Mais l'esprit des ouches est dans cette... il est dans cette... voilà. Dans cette aura-là Mais si la climatologie... En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si la science écologique, qui doit avoir un substrat physique, commence en quelque sorte à venir dialoguer avec ces physiciens théoriciens, c'est évident. Hein, c'est évident que, par exemple, la géophysique terrestre, maintenant, elle est totalement liée à la cosmologie, la théorie des particules, la théorie des étoiles. Il faut cette intrication, voilà. C'est pour ça, il faut l'intrigue. Il faut être capable de nommer cette jonction-là. Encore une question, peut-être. Je vais rajouter un mot. Moi, il me vient une remarque, c'est que les ouches, c'est une institution. Oui, bien sûr. Voilà. Ah ben non, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et tu sais quel est le nom qu'on lui donne dans l'organigramme du CNRS? Non. Support à la recherche. Alors, une anecdote, on s'est frité, mais vraiment frité, avec la présidente de UGA, Université Grenoble-Alpes, en lui faisant remarquer que dans le plan quadriennal de son université, les ouches, c'était à la catégorie... C'est la même catégorie que valorisation du parc régional. Voilà. Et un grand monsieur de l'enseignement supérieur qui va publier une histoire de l'université que je ne nommerai pas parce que c'est une conversation privée, m'a dit, mais on a quand même accepté les ouches, on a fini par les faire rentrer dans le système. Je lui ai dit, mais moi, j'ai pas de souci avec le fait que vous finissiez par trouver un habillage institutionnel. Le vrai problème, c'est, je crois que ça a été posé par vous, c'est le régime universitaire public est-il capable de produire ce type d'institution? C'est ça la seule question. Qu'ils les bouffent une fois qu'ils ont été créés, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin de postes, parce qu'ils ont besoin de ceci. Il n'y a pas de problème là, on est tous d'accord. Heureusement d'ailleurs. C'est l'inverse, la question. La question est inverse. Juste, Oui, vas-y, en fait, j'avais un point sur le rapport aux inconnus que tu évoquais. 2 points. Le premier, c'est aux ouches, les fameuses écoles d'été. Comme il faut faire des écoles d'été d'1 mois, ils prennent des sessions et des intrigues qui sont relativement riches. Et donc, un jeune chercheur, ou même des nouveaux travaux qui arriveraient en disant nous, on aimerait beaucoup faire une école d'été, ils vont dire non. En fait, d'abord, vous faites une semaine, d'abord, vous faites un séminaire et on en rediscute. Donc, il faut une certaine maturité en quelque sorte. Et le deuxième point, c'est on pourrait se demander un peu l'inverse. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'école des ouches est aussi un lieu qui permet de faire émerger peut-être assez tôt les inconnus des transitions. Je prends l'exemple sur la question de la climatologie, la session The Earth Environment date de 1962 aux ouches, qui est la première session sur la question de climatologie. Excusez du peu, hein. 1962, 10 ans après même pas 10 ans après la création de l'école. Donc très tôt, ils comprennent que cette science du climat, cette science de l'environnement, etc., il faut la porter. Donc c'est presque le contraire. Est-ce qu'ils sont capables, avant même que ces inconnus deviennent critiques, d'être
former et de constituer les forces vives scientifiques capables de les instruire, de les penser. Et notamment parce que la cosmologie, l'astrophysique, qui était une science descriptive, on décrivait les étoiles, etc., à partir des années 60-70, la théorie de la physique des particules permet d'expliquer beaucoup mieux les étoiles. C'est-à-dire ils comprennent mieux les étoiles à partir des phénomènes de fusion, etc. Donc the Earth Environment, ça permet aussi de comprendre le Mars, toute une série d'éléments. Et puisqu'on est né un peu à la fin, je voudrais faire une petite note qui nous concerne. On était parti avec l'hypothèse que finalement Bérengère Dubrulle, pourquoi elle nous demande à nous, elle aurait pu demander à d'autres gens, elle fait le pari que parce qu'on est des spécialistes de la théorie de la conception, on va rentrer dans la bête en quelque sorte. C'est ça qu'elle fait le pari. C'est-à-dire que on ne va pas se contenter simplement de décrire une institution qui n'est pas une institution, les bagarres de pouvoir entre les directeurs, parce qu'évidemment ça a dû être sanglant, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'elle attend à ce qu'on parle de physique. Or là, on avait un outil. La théorie CK a été l'outil qui nous a permis de lire les cours sans nécessairement être nous-mêmes physiciens. Et donc c'était le pari, on l'explique au début, sinon notre laboratoire, nous, on est parti parce qu'on voulait tester CK dans la physique théorique. Et je dois dire que si vous entendez qu'on explique les ouches de manière intéressante et convaincante, pour nous, c'est un peu un hint, c'est un petit élément qu'on n'était pas si désarmé que ça face à cet univers, et que peut-être il est resté inobservé, parce que comment vous voulez intéresser qui que ce soit en disant, ben voilà, il y a des profs qui font des cours dans un endroit sympa. Si vous dites ça comme ça, eh ben voilà, personne ne sait qu'il y a l'école des ouches. Et donc la théorie banalisante des ouches a rendu les science studies, parce que, alors je peux vous dire, les science studies, vous ne le savez pas, mais c'est un des grands mouvements des sciences sociales autour de Latour, de Michel Calon, d'Américains, de Nord Sartina, de toute une bande, qui ont fait une théorie institutionnelle, justement, de la science et du laboratoire. Ils n'ont pas vu les ouches. Ils n'ont pas vu les ouches d'une école. Or là, vous voyez qu'il y a un mot que vous n'avez pas repris, et que les physiciens, quand ils l'ont entendu, c'est gouvernement de la science. Vous pouvez vous dire, mais attendez, la physique, le pouvoir, il est aux ouches, non? Et la question, c'est lequel? Celui de nommer des directeurs de recherche, de distribuer du pognon, de nommer des profs? Non, il n'est pas là. Mais eux, ce qu'ils contrôlent, c'est le langage qui structure les nominations de directeurs de recherche, les nominations de postes. C'est pour ça que, vous prenez les deux étudiants de Pierre-Gilles de Gênes, c'est les deux directeurs de la physique au Collège de France. Donc en fait, le gouvernement de la science était resté invisible. Si vous n'étudiez pas une structure comme les ouches, vous ne voyez pas comment se gouverne la science. Et donc vous voyez, il fallait une théorie cognitive de la créativité scientifique pour repérer où se gouverne la science, la physique. Voilà, ça c'est, je dirais, pour notre propre paroisse. Et au fond, Bérengère Dubrulle, ça explique finalement que la directrice se soit dit, après notre magnifique, grâce à vous, c'est grâce à vous, je l'ai dit au début, ce que vous avez fait aux ouches, à Cargèse, qu'elle s'est dit, c'est plutôt comme ça qu'il faut nous analyser, sinon on est juste une école d'été qui fait des cours. Je voulais terminer un peu là-dessus, parce que c'est le retour, l'intérêt des théories comme des chercheurs comme nous. À un moment donné, on ne peut pas voir ce que nos théories ne peuvent pas décrire. Voilà. Merci infiniment.